Même le plus fort des hommes a besoin d'amis. Mais c'est quoi être ami? Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis. Les amis, c'est comme les lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Mais à quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? À moins que tu veuilles me parler de toi, de qui tu es. Là, ça m'intéresse. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Découvre un pote, toujours co-animé par Simon et par moi, Tanguy. Simon, comment tu vas? Très bien, je sors d'une petite heure de musique là, tranquillement chez moi là, pour bien me reposer avant d'animer ce podcast. T'as fait de la musique ou t'as écouté de la musique? J'ai fait de la musique, un peu de piano et de guitare. Très bien. C'était sympa. Et bah pour cet épisode, nous sommes en présence d'un pote cette fois-ci, qui s'appelle Clément. Bonjour. Comment tu vas, Clément? Ça va très bien. En vacances, ça fait une semaine que je glande que dalle, donc c'est merveilleux. Voilà, parce que l'enregistrement, on est juste avant le nouvel an. C'est ça, entre les fêtes. Ben, bon Noël à la montagne ou Non, Noël à Dagneux, tranquillement, à base de gros repas à chaque matin, midi, enfin pas matin, non, parce que matin je dors, mais midi, soir surtout. grosse bouffe savoyarde un peu On a fait une croziflette, il y a pas mal de restes, d'ailleurs des restes qui vont être finis le premier au soir. Sinon, plus de repas de fête, Saint-Jacques, pavé de serre, Lot, un très très bon filet de Lot. Du bon vin? Du bon vin, ouais. Après, je connais moins les noms de vins, mais un très bon rouge, notamment premier cru, parce que j'ai appris qu'il y avait les premiers crus, les crus normaux, quoi, les premiers crus, les grands crus. On en apprend toujours. Et du coup, un premier cru rouge, franchement sympathique. Du foie gras aussi? Un petit peu, mais pas trop. Je suis pas un grand fan de foie gras en entrée. Je préfère le saumon fumé, mais un petit peu de foie gras quand même. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de sympa? La pintade, non, On n'a pas fait de pintade, non. Surtout Lot. On a fait beaucoup de Saint-Jacques, on a fait des huîtres, beaucoup les huîtres, des huîtres farcies, des moules farcies. Enfin, voilà, vous allez sur les catalogues c'est l'allégresse, quoi. de repas de Noël, un peu, ouais. Très bien. Première question qu'on pose toujours aux invités. Depuis quand on se connaît? Alors, Est-ce que tu te souviens? Normalement. donc, alors toi, Tanguy, ça fait depuis la seconde. Donc, s'il faut compter en années, bah, du coup, ça fait 3 ans de lycée, 5 ans d'études. Ouais, ça fait 9 ans, quoi. Ouais, voilà, à peu Début près. lycée, on était dans la même classe. Et toi, Simon, bah, pour préparer, il faut Exactement la même chose. ouais. Voilà, et du coup, bah, ça fait quand même pas mal de temps, là. Bah maintenant, présente-toi, donc comme de la façon que tu veux. Je bégaye toujours à cette question, mais voilà, dis-nous ce que tu veux de toi. Ok, bah alors du coup, moi c'est Clément, j'ai 24 ans. Ouais, à chaque fois je dis 23, je suis pas encore tout à fait habitué, mais donc 24 ans, je me suis pas loupé. Voilà, j'ai grandi à Dagneux, je suis né dans le Val d'Oise à Montmorency, mais j'ai déménagé quand j'avais à peine 2 ans, donc autant dire que j'en garde pas un grand souvenir. Voilà, sinon je travaille maintenant à Paris, dans cette douce ville parisienne et où je travaille dans un réseau de développement rural et agricole sur des questions de précarité alimentaire, donc d'accès à l'alimentation. Donc cette intro sur les repas de Noël était tout à fait adéquate. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, j'ai grandi à Dagneux, j'ai fait mes études à Lyon, et c'est à peu près tout. Tu fais quoi comme étude du coup? J'ai fait Sciences Po Lyon, donc 5 ans à Sciences Po Lyon, et avec un master aussi en aménagement et urbanisme, pour le petit nom qui claque, c'est stratégie territoriale et urbaine. Voilà, mais je suis pas un grand fan d'urbanisme. J'aime Du bien coup, les ça a plus questions de lien avec ce que tu fais du tout, non? Ouais, non, pas trop. Enfin, non. Et il y aurait eu un master dans le thème que tu fais, enfin, qui serait plus en lien avec ton job, que tu aurais pu faire ou pas tellement? C'est plutôt. Bah, ce qui est en lien avec mon job, c'est plus le côté affaires publiques, et ça, du coup, c'est le master à Sciences Po. Du coup, quand je fais du plaidoyer, des choses comme ça, c'est très affaires publiques. Sinon, après, en soi, les stratégies territoriales, c'est une forme d'affaires publiques appliquée à la gouvernance des territoires. Et du coup, ça allait un petit peu par rapport à mon travail sur certains aspects. Mais sinon, un master plus précis là-dessus, non. Après, c'est plus sinon mes collègues, c'est c'est tous quasiment des ingé agro. Ok. Du coup, c'est pas du tout Donc plus technique ma que toi, formation. du coup. Enfin, sur le côté agricole, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, ils sont plus techniques sur le côté agricole. Après, leur métier même est plus ou moins en lien, enfin, leur cursus agro est plus ou moins utile dans ce qu'ils font. Ils sont plus quand même sur des tafs après de Sciences Po, finalement. Enfin, c'est un peu à la frontière entre les deux, quoi. Et donc, tu y es depuis combien de temps?
J'ai commencé en avril et du coup, j'ai travaillé plusieurs mois là en CDD et depuis, et à partir de janvier, je serai en CDI. Félicitations. Merci. Et c'est du coup, tu t'y vois longtemps? Ça dépend ce qu'on appelle longtemps. Pour l'instant, je m'y vois genre, je sais pas, par exemple 2 ans de plus, parce que je trouve ça pour l'instant très intéressant. Je prends beaucoup de plaisir à travailler, et j'ai pas encore du tout fait le tour, de mon poste et de mes missions qui sont d'ailleurs qui changent aussi en même temps, donc c'est cool. Et non, franchement, pour l'instant, en fait, je vois pas un endroit plus intéressant où je pourrais être, voilà. Donc, pour l'instant, je m'y vois. Après, pas faire 10 ans, quoi, a priori, ça, je pense pas. Oh, peut-être, ouais, non. Oh, peut-être 10 ans finalement. Allez, on Non, y 10 va. ans, c'est pas si long quand tu regardes, genre, j'aurais 34 ans. C'est pas. C'est Je vrai serais pas que si vieux, 10 ans, quoi. c'est 34 ans, ouais. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, enfin, quelques années potentiellement. Et si tu pouvais présenter en, je sais pas, en 2-3 phrases, ce que c'est ton job? Alors, le nom s'appelle coordinateur accès à l'alimentation, le nom du poste. En gros, donc c'est un réseau de développement rural et agricole, donc on travaille beaucoup avec les agriculteurs. En gros, c'est les agriculteurs qui sont membres de l'association, il y en a 10 000 à peu près. Et nous, on traite de la question, enfin moi, enfin je suis un peu l'exception, enfin on est deux maintenant du coup. Je travaille sur l'accès à l'alimentation, donc pas sur les côtés agricoles, mais comment tu donnes accès à une alimentation de qualité, durable, choisie, surtout c'est important, à tout le monde. Et ça, du coup, c'est une question assez simple. Tu avais dit 3 phrases, mais je crois que je vais faire beaucoup plus. Ah, Sciences Po, j'habitude, ouais, tu peux déblayer. Non, mais c'est pour poser un contexte. Oui, non, mais toujours. Hein, et du coup, voilà, enfin, les agriculteurs qui sont dans le réseau, ils travaillent plutôt bien, ils font quand même de la qualité et tout. Mais du coup, il veut que ce soit quand même accessible à tout le monde et pas que ce soit vendu de manière hors de prix, juste aux plus riches qui pourraient se l'acheter. Donc voilà, et du coup, vraiment, mes questions précises, c'est la lutte contre la précarité alimentaire. Mais c'est un peu restrictif, donc la précarité alimentaire, c'est des gens qui n'ont pas accès à l'alimentation, que ce soit pour des raisons financières ou des fois d'autres raisons aussi. Donc c'est une qualité. Et du coup, comment tu donnes accès à l'alimentation à tout le monde sans rogner sur le revenu des agriculteurs. C'est-à-dire que la réponse à la précarité alimentaire ne soit pas juste une baisse des coûts, car ça voudrait dire une baisse des revenus des paysans, ou alors un dumping par le bas un peu de la qualité environnementale, gustative, etc., des productions. Voilà, et du coup, concrètement, je fais une grosse partie, c'est du plaidoyer, donc le joli mot pour dire du lobbying, donc de l'influence auprès des décideurs, que ce soit des élus, des ministères, enfin, etc., dans différentes arènes, pour essayer de porter des positions un peu ambitieuses sur l'accès à l'alimentation et la transition agricole. Donc ça, c'est une grosse partie de mon poste, ce lobbying. Et après, l'autre partie, c'est plus de la coordination de projets où on porte des expérimentations d'accès à l'alimentation, des expérimentations concrètes dans différentes villes, dans différents territoires. Et du coup, c'est coordonner un peu le volet agricole de ces projets. Et du coup, les agriculteurs qui sont dans l'association, ils proposent des choses ou ils attendent plutôt des solutions de votre part? Alors nous, notre méthode, c'est l'éducation populaire. Et du coup, on n'est pas là pour leur dire vous allez faire ci, ça et ça, et vous allez avoir des solutions. En fait, on construit avec eux les projets, les solutions. Et du coup, c'est eux qui amènent l'objectif, enfin, c'est eux qui souhaitent, je sais pas, tendre vers une autre forme d'accord. Ouais, ça. C'est ça. En soi, mes employeurs, c'est des agriculteurs. Tout le conseil d'administration, 80% du conseil d'administration, c'est des agriculteurs. Et du coup, c'est eux qui sont décisionnaires à chaque fois sur tous les choix qu'il faut faire et l'orientation qu'il faut donner. Donc, par exemple, c'est eux qui ont choisi que, au sein de notre asso, on mette un peu d'argent sur cette question d'accès à l'alimentation et pas que sur des questions de développement agricole. Et ce thème-là de l'agriculture, tu penses que, bon, le métier, tu t'y vois peut-être pas forcément longtemps, mais est-ce que ce thème-là, tu pourrais t'y voir longtemps ou pas? Ah ouais, si, sur ces questions agricoles alimentaires, je trouve ça vraiment passionnant, puisque du coup... On va te spécialiser un peu là-dedans, quoi. Ouais, là, je commence un petit peu parce que 2 de mes stages, c'était sur ça. Là, mon premier emploi, c'est sur ça. Donc, je commence quand même un petit peu à creuser la question, et franchement, c'est une question... que je trouve vraiment très intéressante. Et tu t'en laisses pas. Exactement. Ouais, au contraire. Enfin, plus tu commences à creuser, plus tu te rends compte que c'est complexe, c'est intéressant et qu'il y a différentes choses. Tu as découvert un peu sur le tas, ou ça t'intéressait un peu et tu as découvert du coup que c'était vraiment cool comme tu le pensais, ou alors tu t'es arrivé dedans un peu entre guillemets par hasard? Alors, la première fois que je suis arrivé dedans, en gros, c'était l'été là, du Covid, le premier confinement un peu... 2020. Ouais, exactement. Où l'année qui s'arrête un peu de manière précoce, l'année de cours.
Et bah, moi, je le vis plutôt bien ce premier confinement en réalité, comme pas mal de gens finalement qui étaient dans des maisons et tout. On s'est Oui, bien tiré. télétravail Voilà, tranquille. mais je me ouais. suis dit, tiens, peut-être que l'été, on va pouvoir revivre un peu, sortir, et j'ai envie de faire un truc l'été. Donc, j'avais envoyé des candidatures spontanées pour des stages courts d'été. Et je voulais le faire sur ces questions agricoles alimentaires que j'avais envoyées à différents endroits. Et finalement, j'ai reçu un appel de la DDT. Donc, la DDT, c'est la Direction départementale des territoires. Donc, c'est un peu la préfecture de la Loire. Alors, j'avais pas du tout envoyé à eux, je les connaissais pas. Et du coup, ils allaient ouvrir un stage qui était plutôt orienté sciences politiques sur les questions de gouvernance agricole alimentaire dans le département de la Loire. Et du coup, il fallait faire une étude pour eux. Et moi, je me suis dit, bah ouais, c'est cool. Et du coup, bah, j'ai passé 2 mois à Saint-Étienne à la DDT à travailler sur les projets alimentaires territoriaux de la Loire, ou plutôt sur leur absence de projets alimentaires territoriaux. Pourquoi il n'y en avait pas? Enfin, je trouve pourquoi il n'y en avait pas. Et voilà, et du coup, bah, le fait d'avoir pu creuser cette question m'intéressait encore plus. Et du coup, bah, j'ai continué en sachant que j'avais quand même fait que l'aide de motivation sur ces questions agricoles alimentaires car ça m'intéressait déjà. Je pense que le fait que j'aime bien manger, il y a pour quelque chose. À la fois, j'aime bien manger et en même temps, je trouve que l'alimentation, l'agriculture, c'est franchement comment dire, Bourdieu parlerait, je sais pas si Bourdieu, enfin, des sociologues parleraient de fait social total, c'est-à-dire que c'est un truc qui englobe un peu tout. Donc, quand on parle d'alimentation, on parle de questions très sociales, donc de précarité alimentaire, de coût de l'alimentation, on parle de questions plus culturelles, on parle d'économie, on parle Oui, d'aménagement des sujets qui englobent finalement toutes les strates un peu C'est de ça. la société en général. d'aménagement du territoire et tout. Et en termes je trouve, d'objets de sciences politiques à étudier l'agriculture, c'est assez intéressant. Mais je pense que ça va peut-être un peu ennuyer certaines personnes qui écoutent si on part. Bon, c'est toi qui vois qui décide de parler. Bon, après, le but, c'est pas non plus de faire une dissertation orale en 3 parties, 4 sous-chapitres sur ce podcast, mais pour Voilà. parler. Mais je peux être assez pipelay sur ça, donc voilà. Non, mais c'est vraiment, enfin, t'es un peu sur un sujet technique côté agricole, mais qui a des implications très politiques et culturelles. C'est ça qui est intéressant et social. Donc c'est assez intéressant de voir comment tu peux sortir de certains verrous socio-techniques. Par exemple, je sais pas, pourquoi tous les agriculteurs sortent pas, par exemple, d'une dépendance très forte aux intrants. Bah, du coup, tu as une question qui est technique, mais qui a avec beaucoup d'implications politiques, culturelles, sociologiques, etc. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Ok. Et pour venir à tes études, tu as fait un an au Québec. Exactement. T'en as retiré quoi de cette expérience de changer un peu de pays complètement pendant un an? Attends, c'est dans le cadre de tes études, tu as fait une année sabbatique ou c'est. Non, c'est intégré au parcours. En gros, en 3e année, on est tous obligés de partir à l'étranger. Donc moi, je suis parti à Montréal pendant un an, un peu moins, 10 mois, 11 mois. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'aimais bien. Enfin, j'étais jamais allé au Québec ou au Canada, mais j'avais un très bon a priori de la culture québécoise. Une passion partagée avec Tanguy pour les cow-boys fringants. Un groupe pas si populaire dans les jeunes. Ah, un petit peu. Un petit peu, mais ouais. pas assez, entre guillemets. Nous sommes seuls les 2 représentants dans le groupe d'amis. C'est ça, il faut aller écouter les cow-boys fringants. Mais du coup, avoir un bon a priori de la culture québécoise, déjà via leur musique. Et du coup, j'y suis allé pour mon année. J'étais à l'UQAM, qui est l'Université de Québec à Montréal. L'Université du Québec à Montréal. Voilà, donc j'en retire niveau cours. C'était pas l'année forcément la plus enrichissante de cours. Franchement, j'ai pas trouvé le niveau incroyable. T'es pas allé au Québec spécialement pour un enseignement qui te plaisait, voilà, Non. T'es plus allé pour le pays et la culture, quoi. Oui, alors pour dire comment j'ai choisi mes cours, parce que du coup c'est un système nord-américain, même peut-être anglo-saxon, où tu as peu de cours en termes d'heures. Du coup j'avais 12 heures de cours par semaine, et autant dire que je les choisissais pour pouvoir contracter ma semaine le plus court possible pour me taper des week-ends assez fatos et pouvoir bouger comme ça. Donc souvent j'avais genre 2 jours et demi de cours par semaine, et après tout le reste On part faire du ski, du c'est kayak, ça. du machin. Parler le week-end n'a plus trop de sens quand ton week-end dure 5 jours chaque Oui, c'est ça. semaine. Ah, là, je suis en week-end, je bosse 2 jours et après, hop, vacances, quoi. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup apprécié. Il y avait une très bonne ambiance, j'ai vraiment de très bons souvenirs. J'ai beaucoup aimé notamment la variation des saisons. Il y a pas mal de gens qui n'aiment pas forcément l'hiver, qui trouvent l'hiver québécois assez rude. Moi, c'est la saison que j'ai préférée. Je sais pas, j'aurais bien aimé le froid mais en tout cas, il fait quoi? Ça va à Montréal, jusqu'à combien la température négative, on va dire, ou en moyenne? Et l'été, il fait chaud jusqu'à combien à peu près pour se situer, tu vois? l'été, il peut faire chaud. Après, moi, je suis arrivé,
ouais, genre le 20 août, quelque chose comme ça. Donc j'ai De connu la pas. fin. Ouais, c'est ça. Enfin, il faisait encore bien chaud, mais plus pour très longtemps. Enfin, comme ça refroidit assez vite. Il y a les fameux étés indiens après à l'automne, qui est assez joli, mais bon, voilà. Sinon, sur le froid, bah, déjà, il y a les températures ressenties, qui sont peut-être plus parlantes que la température réelle, car ça peut être assez variable. Mais globalement, sur l'hiver, tu vas avoir à peu près, très souvent, ça va être quelque chose comme à peu près -10. Ah oui, donc quand même bien froid par rapport à Ouais, la France, quoi. bien plus froid que la France. Le plus froid que j'ai eu, je pense, ça devait être -35. Ouh, ça doit Mais faire c'était tellement pas, mal. mais c'était pas à Montréal, c'était quand on était parti faire du ski. Là, autant dire que tu fais genre, tu descends 3 fois les petites pistes, après tu te remets au chaud dans une espèce de bâtiment qu'il y avait, et tu ressors, tu fais les pistes, tu retournes au chaud pour revivre. Voilà, donc ça fait des scènes un peu marrantes. T'as tes cheveux, quand ils dépassent, ils gèlent. Quand tu sors à Montréal, une fois, tu sors, t'es un peu en boîte, tu prends, bah, tu sors avec ton verre d'alcool, quoi, et juste pour discuter 5 minutes, sortir un peu du bruit, et le temps de sortir, bah, ton verre gèle. Ah, c'est dommage. Donc voilà, t'as plus de bière, donc c'est un peu con. Bon, du coup, tu rentres pour repérer ta bière et tu ressors. Bah, tu fais pas la connerie 2 fois, mais non, ouais, c'est des trucs assez marrants sur ça. Ouais, mais sinon, c'est du froid un peu constant, mais c'est du froid beaucoup plus supportable qu'en France, je trouve, parce qu'il est pas humide du tout, il est très sec. Et ça, tu t'es pas malade, donc ça, c'est bien. Par contre, tes doigts ont très froid. Si tu ramènes tes courses comme moi je faisais, c'est-à-dire que je prenais très rarement des gants. Je sais pas pourquoi, je suis un peu con. Après, tu cherches un peu, oui, voilà. Si Ouais, fait moins complètement. 10 et que tu n'as pas de gants. Bah, j'étais habitué à fonctionner les mains dans les poches, parce que du coup, dans des poches un peu profondes, tu te réchauffes, mais à chaque fois, quand tu rentres en mode, bon, bah, allez, sur le chemin du retour, je vais faire quelques courses pour en profiter que je sois dehors, et t'as que genre, peut-être même pas 700 mètres après, 500 mètres à marcher, mais que du coup, tu as tes courses à porter, donc tes mains sont dans tes poches, et sur ces 500 mètres, tu arrives à ta porte, et tes mains sont trop froides pour ouvrir la porte, tu n'arrives plus à gérer les clés. Et ça fait assez mal aux doigts. Mais sinon, c'est des trucs marrants comme ça. Et au niveau culturel, Culturel, bah, les Québécois sont les Québécois, c'est pas des Canadiens, c'est pas des Américains, c'est pas pareil. Le Québec libre, c'est ça? Exactement. Un- une bonne dose de souverainisme québécois ferait pas de mal. Donc non, les Québécois, c'est un peu à la frontière de... moi, j'aime bien leur mentalité, parce qu'ils sont quand même plus européens que les Canadiens ou que les Américains. Je les trouve par exemple, un peu moins, enfin c'est très, très violent de dire ça, mais beaucoup moins superficiels que ce que peuvent être les Canadiens et pire encore les Américains. Après, les Américains que tu as à Montréal, c'est des Américains particuliers. Enfin, après, moi, je suis dans un contexte aussi particulier, c'était que des étudiants que je voyais, donc faut contextualiser là-dessus, sauf pour les Québécois, du coup. Mais ouais, ils sont d'une certaine façon, je trouvais, un peu plus matures sur pas mal de choses. que les Français ou que les autres Canadiens? Que je compare. Ah ouais, enfin, non, par rapport aux Français, là, les Québécois, mais sur certaines choses, mais pas sur tout. Et je trouve qu'ils ont une vie un peu favorisée. Enfin, je sais pas, c'est un petit cocon. La vie pour eux est facile. Enfin, faut imaginer que tu n'as vraiment aucun problème d'emploi là-bas. Au contraire, il y a une pénurie de main-d'œuvre très très forte, et c'est une des. Au c'est un Québec. genre au Québec, ouais. Et ils recherchent des Québécois, des Français ou des Canadiens ou tout en général? Ils recherchent partout, hein. Ok. Ils recherchent de tout. Enfin, il y a l'immigration, du travail, ils essaient de la faire venir, tout. Donc ils se rendent pas compte. Enfin, genre, eux, ils sont nombreux. Par exemple, les Québécois, ils commencent à travailler tôt. D'ailleurs, des fois particulièrement tôt. Enfin, tu peux voir dans le monde professionnel des Québécois qui ont genre des gamins à partir de 13 ans, tu peux commencer à travailler 12-13 ans sur des tafs très précis, des petits jobs. Mais ça pose quand même, je suis un peu question des fois, c'est un peu jeune. Mais du coup, enfin, je sais pas, tu fais pas serveur à 13 ans, quoi. Ça peut poser, enfin, je sais pas, je trouve ça étrange, moi. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est du coup, ils ont eu pas mal de petites expériences de job assez tôt, et sur le fonctionnement de leurs études. T'es pas obligé de faire comme nous en France, tu fais une traite, boum, enfin, tu dois faire, je sais pas, tes 3 ans de licence, tes 2 ans de master, voilà. Eux, c'est beaucoup, enfin, t'es beaucoup plus à la carte, un peu, tu vas faire genre 6 mois tu vas faire un semestre, tu vas valider tes crédits ton semestre, tu vas travailler pendant 6 mois, tu vas refaire 1 an d'études, 6 mois de machin et tout. Donc en fait, ils finissent beaucoup plus tard leurs études. En plus, ils ont le cégep, donc un peu un truc entre le lycée et l'université. Ils ont un peu un autre établissement encore. Donc ils sont plus vieux pendant leurs études. C'est pour ça que c'est sur le côté mature un peu plus. Mais surtout plus de monde du travail, ils ont connu et tout. Mais avec une naïveté, en mode la vie est facile quand même, je trouve, là-bas.
Et du coup, toi, tu étais avec des étudiants qui avaient entre quel âge 20-25 ans, du coup? Bah, ça dépend. Enfin, ça dépend en fait parce que du coup, moi, je choisissais mes cours en fonction de mon intérêt et en fonction de l'emploi du temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, ça dépendait si je prenais des cours plus de deuxième année ou des cours plus vers la fin de la. Enfin, ça dépendait quel était le niveau du cours en quelque sorte. Euh, donc ça variait, mais globalement, en fait, moi, j'étais l'équivalent du coup de ma troisième année d'études supérieures et j'avais l'âge des gens qui rentraient là-bas à l'université. Donc j'avais l'âge des premières années alors que j'étais en France en troisième année. Et est-ce que tu as pensé y vivre là-bas ou tu savais que ça allait être temporaire et enfin genre Non, pas trop y vivre. Enfin, je pense en qualité de vie, c'est assez cool quand même, c'est assez chouette, avec des inconvénients. Enfin, il y a quand même des trucs très bien en France, c'est pas du tout pour dénigrer la France du tout, au contraire. Mais quand même en France, je connais bien plus de gens, enfin, je sais pas, je me sens chez moi. Enfin, tu te sens quand même, enfin, quand t'es au Québec, t'es pas dans ton pays, quoi, ça, tu le sens. Et du coup, non, je trouve ça bien de vivre en France. ouais, t'es en mode c'est bien pour un an et puis belle expérience mais hâte de enfin pas hâte de rentrer mais t'es en mode je vivrai pas éternellement dans un pays étranger à la France, quoi. Ouais, ça pas éternellement. Par exemple, je fonderais pas une famille, je pense, hors de France. Genre là, si t'as l'occasion, par exemple, avec ton boulot, de partir un an dans un pays auquel tu veux bien évidemment, on peut reprendre le Canada par exemple, est-ce que tu le referais si c'est temporaire et que tu sais que c'est temporaire? Ouais, si que je suis temporaire, peut-être que je peux le faire, ouais, ça peut me tenter, ça dépend du pays. Par contre, de manière définitive, non, je m'installerai pas Ok. en dehors. Sinon, d'un point de vue plus global sur toi, parce qu'au final, tu es quand même dans un monde Sciences Po, puis après un taf de lobbying, ou je sais pas comment tu le. Mais par rapport à un enjeu agricole et tout, t'es un peu tout le temps entouré de politique. C'est quelque chose. Tu sais depuis quand tu t'es politisé un peu, ou intéressé à ce milieu-là, ou ça a toujours été. Alors comment je me suis ouais, donc effectivement, je suis quand même pas mal militant, même en dehors de mon travail et heu et donc ma politisation, je pense que ça s'est fait en plusieurs étapes. D'abord, je L'étape qui pense a les cow-boys fringants déjà. pas vraiment. Non, d'abord plus sur le côté, je pense par le JT beaucoup, donc le journal télévisé parce que nous, le soir, quand on mange dans ma famille, en gros, on a la table et un peu plus loin la télé et à chaque fois, on mange avec, le journal télévisé qui est en fond, en fait et bah, des fois, on l'écoute plus ou moins, enfin, des fois, on l'écoute pas, mais juste il est allumé, des fois, on l'écoute un peu plus. Mais en tout cas, du coup, c'était souvent un prétexte, je sais pas, un reportage sur un truc et un prétexte de, bah, on réagit là-dessus, puis on en discute entre nous, machin et ça depuis que je suis tout petit. Donc je pense que ça a pu contribuer à ma politisation, en première un peu en manière, un peu enfin, au Oui, début. voilà, au début, Ouais, quoi, voilà, c'est au début les exactement. prémices, on va dire. C'est ça et après l'autre chose, je pense qui a pas mal joué, c'est, la SES, la matière. C'est Donc Donc à la j'ai seconde, du coup. non, alors pas la seconde du tout, mais enfin, c'est en gros, j'ai fait un bac ES, et j'ai vraiment bien aimé, le bac ES, quoi. Et du coup, j'ai bien aimé les cours de SES, en première et en terminale, encore plus en première, je pense, enfin les deux. Puis j'aime bien aussi les cours d'histoire géo, qui sont quand même des matières, du coup, les deux un peu, où tu vois un peu les questions politiques. Et du coup, j'ai beaucoup aimé la SES. Je trouve que, en fait, ça me permettait enfin de comprendre vraiment ce qui se disait au JT, justement, le soir quand on mangeait. Et là, je pense que je suis devenu un peu, enfin, pas chiant, mais du coup, je réagissais de plus en plus quand on regardait le JT en mode, mais ils disent n'importe quoi, mais c'est scandaleux cette façon de traiter cette question-là. Ils font n'importe quoi, là, les journalistes, de parler ça comme ça et tout. Et voilà, encore un reportage sur la grève et on interroge aucunement les revendications des grévistes. Et qui commence à partir en couille, à prendre le monopole de la parole au repas. Non, mais du coup, je regardais encore plus différemment ces JT. Et du coup, ça donnait un peu une vibration différente à mes cours de SES, quoi. Donc c'était je trouve ça vraiment très intéressant de le faire comme ça. Voilà, et après, donc ça a vraiment contribué à ma politisation, c'est par la SES et par l'actualité, en fait. Et après, le côté plus militant, bah, c'était du coup, en regardant CJT, je commence à me politiser via la SES. Donc là, on est au lycée et arrive 2016 et la loi El Khomri, la loi travail, que je trouvais totalement enfin, je la trouve toujours scandaleuse. Tu peux la résumer vite fait?
Du coup, c'était une loi de flexibilisation du travail, des règles du travail. Donc, on casse un peu le code du travail et ses vertus protectrices et collectives pour que le travailleur soit... L'idée, c'était de licencier plus facilement pour pouvoir avoir moins de restrictions à l'embauche, quoi. C'est ça. En fait, on considère le travail comme étant une marchandise. Donc, comme une marchandise, on peut créer un marché du travail. Et du coup, il faut que ce marché, dans la théorie un peu libérale en quelque sorte, ce marché soit le plus libre possible, avec le moins d'entraves pour Moins de qu'il règles arrive à un qui- équilibre qui serait qui serait un peu un optimum. Voilà. Mais ça marche. Enfin, c'est une base théorique fausse puisque le travail n'est pas une marchandise comme une autre, au contraire. Ok. Du le coup, travail. c'est cette loi de travail où là, ça a été un peu le déclic en mode. C'est ça, ils voulaient inverser la hiérarchie des normes entre les accords d'entreprise, accords de branche, accords collectifs, tout ça. Bref, et du coup, donc c'est la première fois que je suis allé en manif, c'était contre cette loi de travail de El Khomri. Donc voilà, donc je me rappelle. Tu étais allé avec qui? Avec des gens de lycée, du coup? Non, au début j'étais allé seul. Il y avait ma sœur qui était venue et Sœur jumelle, du coup, qui a le même âge que toi et qui était dans le même lycée. exactement, Je précise, oui, hein. effectivement. Et la première manif, je sais plus, je crois qu'il y avait peut-être, ouais, non, mais je crois pas. C'est pas Et du Alexis coup, on et avait- Mickaël aussi, non? C'est Mais- peut-être une autre manif. Je sais qu'ils y étaient allés, mais je sais pas si on était allés ensemble. Je sais qu'il y a une photo, je me souviens, où il y a Alexis qui brandit un. Ouais, crois mais qu'il y a je sais Mickaël qu'ils y aussi, sont hein. allés, mais je sais pas si on était allés ensemble et je sais pas si c'était la première fois, parce que j'en ai fait plusieurs des manifs. Des manifs, lycée non, a mais été même sur la actif. loi, sur la loi travail. Voilà. Et du coup, je me souviens que je prenais le bus pour aller à Lyon à la manif, que j'avais envoyé un mail à la prof d'allemand lui disant pourquoi j'irais pas à son cours, que c'était pas contre elle, mais que c'était complètement scandaleux et que je voulais, voilà. La société se meurt, madame, s'il vous plaît, laissez-moi Non, mais aller à parce Lyon. elle nous avait dit un mail en mode, parce qu'il y avait un peu là, les faux blocus du lycée, des gens qui Oui. juste en profitaient pour pas aller en cours, alors qu'ils s'en foutaient complètement. Enfin bref. Et du coup, moi, je voulais pas être associé à ça parce que c'était pas pour rater les cours. Ça avait C'était été un vrai cœur de manifester. Ça te tenait à cœur, quoi, de manifester. exactement. Après, lui envoyer les photos, c'est pour prouver, non, mais j'y suis bien allé. Regardez, Hein, Regardez, j'ai cassé la police et tout. Non, et que j'y allais de manière un peu consciente, enfin, genre, que je savais un peu de quoi on en parle, qu'est-ce que ça parlait et tout. Elle m'avait répondu, oui, bah, très bien. Je vois que Bah, c'est Oui, pas- oui, Clément, oui. Après un mail Non. de 200 lignes. Ouais, je pense que j'avais dû envoyer un pavé par mail. En allemand, s'il te plaît. Oui, je vois bien. Je serais pas allé là. Je vois bien. Alors, il n'y a pas de souci, mais tu me refais ce mail en allemand et là, ok, ça passe. Donc voilà, donc c'est un peu. Et là, c'était le début un peu de ma politisation plus militante. Mais une politisation assez particulière, parce que j'étais pas du tout branché. Enfin, je pense qu'à l'époque, là, quand j'allais manifester contre la loi travail, j'ai beaucoup politisé à partir des idées, des concepts, des théories, machin, mais pas du tout à partir, je sais pas, de tout ce qui va être parti politique. Je pense que j'étais pas capable de te nommer 20 personnalités politiques à ce moment-là. Enfin, vraiment, je ne sais pas tout l'actualité des partis et tout. C'est plus personnel, quoi. Ouais, moi, c'était l'inverse. Moi, j'ai suivi d'abord l'actualité politique sans avoir aucune idée de les idées derrière, tu vois. Je Ouais. connais juste d'abord les gens. Et après, tu dis, ah, mais lui, ce qu'il dit, en Ouais, fait, ça c'est tu de te la renseignes merde. après coup, tu vois. Mais d'abord, t'es intéressé par les gens que tu vois. Ouais, du coup, moi, c'était plus l'inverse. Ce qui donnait un truc un peu marrant, notamment du coup, c'est la première année à Sciences Po. Au tout début de l'année, je vois une petite affiche, un petit prospectus en mode débat à Villeurbanne sur le revenu universel. Et moi, j'avais entendu parler du revenu universel, je trouvais ça intéressant comme idée à l'époque. Je me dis, bah tiens, autant y aller et tout. Mais c'est écrit débat avec Benoît Hamon. Moi, je savais pas. Enfin, j'allais pour le revenu universel. Et là, du coup, on arrive dans la salle et il y a Benoît Hamon qui fait l'introduction. Et puis moi, ah mais oui, mais je me rappelle, c'est un des ministres qui a démissionné, un des frondeurs, machin. Mais franchement, j'étais pas du tout allé pour ça. Je pense que j'étais le seul qui était allé vraiment pour le débat sur le revenu Mais universel. moi, je fais juste le débat, je m'en fous de qui est le président ou pas, ou le tel ministre. Mais voilà. Mais du coup, il y avait quand même un débat intéressant, c'était chouette. Et tu penses tes idées politiques, elles sont liées un peu à ton environnement familial ou tu t'en es détaché un peu? Si, forcément, un petit peu, ça a contribué à ma construction. Après, quand je regarde ce que votent d'autres personnes de ma famille, on n'est pas forcément du tout sur le même type de vote. Enfin, ça dépend qui dans ma famille, quoi. Quand je parle de ma famille proche. Donc oui, forcément, ça a pu jouer. Mais je pense que je me suis quand même après beaucoup construit politiquement. Enfin, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Donc, je m'en détache quand même pas mal sur beaucoup de points.
Oui, vu que tu as appris, en fait, pas grâce à ta famille, mais grâce à l'école et au JT un petit peu, et puis après, en t'instruisant tout seul. C'est pas la famille, forcément, qui t'a... Si, quand même, ça a quand même une influence, surtout de base, assez forte. Enfin, et pour tout le monde, c'est assez normal. Mais je me suis pas construit comme des gens pourraient le faire, en opposition à ce que pensent leurs parents, ou en total accord à ce que pensent leurs parents. Oui, Voilà. il y a tout un travail de Mais ça a réflexion forcément eu une personnelle. influence très forte. Après avoir qu'est-ce qui a le plus d'influence entre mes parents, mon cadre familial, mon cadre scolaire et d'études, mon cadre social, enfin des proches, je ne sais pas, mais tout ça avec des influences diverses et variées. Est-ce qu'on ferait le petit jeu? Eh ben, vas-y, j'ai même préparé le jingle jeu. Bon, alors, le jeu. Est-ce que tu connais Backseat, Clément, ou pas? Ah, de Domingo? Non, ça c'est Popcorn, dommage. Attends, mais si, mais sur Twitch, c'est le Backseat. C'est bien parce que podcast- si t'avais dit oui, on était niqué. hein. Oui, c'est le podcast de Jean Massier. Ah ouais, bah non, j'ai pas trop regardé. Mais oui, Bah, c'est enfin, parfait, du coup. Oui, tu connais deux noms. c'est ça. Et bah, J'aime du bien coup, Jean Massier aussi. Dans ce 1, Et j'aime bien en plus ce qu'il fait. Jean et Massier. bah, dans ces émissions où il invite des invités politiques, ils font ce qu'on appelle un quiz à la con. Et du coup, j'ai repris quelques questions un peu rigolotes. Vas-y. Et donc, tu vas affronter Simon dans ce quiz à la con. Ah, ok. Parce que ma culture politique ne me permet pas d'être un adversaire digne de ce nom. Ah, du coup, on est vraiment sur un podcast très politique là jusqu'à présent, Oui. même le jeu. Bah, et on essaye de faire un jeu un En peu thème. en thème Ouais, qui sont en lien avec avec l'invité. ça. tu vois. Donc, il va y avoir une dizaine, un peu moins d'une dizaine de questions, je crois. Ça va être assez rapide. Certaines questions, il va y avoir 4 choix de propositions. Donc, vous pouvez débattre ou penser à voix haute, et puis après, vous me donnez une réponse. Si vous savez directement, gardez-la pour que l'autre essaye de deviner un peu, tu vois. Mais c'est en. Ah ouais. Du coup, on est en équipe ou. Non, vous êtes. Le Non, but, Clément, c'est de c'est quoi deviner cette Je mentalité sais pas, là? on peut débattre, il a dit. Non, mais pensez à voix haute, entre guillemets. tu vois. Ah, ok. Si vous l'avez directement la réponse, laissez l'autre à l'autre le temps de réfléchir pour qu'il. Voilà. Mais du coup, c'est pas le premier qui répond, on répond en Non, même non, temps. c'est vous donnez 2 choix de réponse. D'accord. Ah, un show chacun? Ok. Alors, quel est le point commun entre Ségolène Royal, José Bové et Eva Joly? Ils ont tous été ambassadeurs des pôles. Oui. José Bové aussi? Ils sait ont rien. tous déjà joué dans une pub. Ils ne savent pas prononcer le nom Greta Thunberg. Ou ce ne sont pas leurs vrais prénoms. Ah. Moi, je dis la 1. Attends, on redit. José Ok. Bové, Ségolène Royal et Eva Joly. Ouais. Ils ont tous été ambassadeurs des pôles. Moi, je pense que c'est pas leur vrai prénom, tous. Ils ont tous joué dans une pub. Ils ne savent pas prononcer Déjà, le nom Eva Greta Joly, Thunberg. de base, elle est pas française, il me semble. Et Eva, Moi, j'ai la c'est très réponse, donc je vais français. pas à vous dire. Moi, je pense que c'est pas leur vrai prénom. Ok. Et toi, du coup, Simon? Ambassadeur d'épaule. Et bah, c'est la réponse. Ce ne sont pas leurs Ah. vrais prénoms. Eva Joly, en fait, elle est norvégienne, elle est franco-norvégienne. du Norvégienne, coup. c'est ça. Elle s'appelle Eva. Ça s'écrit gros, G-R-O. Ça se prononce Gru, je crois. Eva Gru Joly. Gru Eva Joly, d'ailleurs. José Bové, c'est Joseph. Il s'appelle Joseph. Et Ségolène Royal s'appelle Marie-Ségolène. Oh. Marie-Ségolène. Du coup, Ah. là, voilà. Donc, 1 point pour Clément. Quelle expérience marquante a changé Laurent Wauquiez dans sa jeunesse? C'était quand il était au Caire. Bon, et bah du coup, tu as la bonne réponse. Mais c'est une grosse part de mytho, apparemment. Oui, non, en gros, Quand il rentre- Moi, j'allais dire quoi? Il s'éteint les cheveux en gris. Je vais mais- en fait, il a travaillé pour les chiffonniers du Caire de Sœur Emmanuel. Et en fait, il avait dit qu'il connaissait Sœur C'est Emmanuel, genre vraiment bien et tout. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il l'a vu une fois parce qu'il a travaillé voilà, au chiffonnier du Caire. Merci Clément d'avoir spoilé les 4. Désolé. Bah, j'aurais pas deviné. Et du coup, les autres propositions, c'était il a participé à créer une école au Libéria, il a fait une classe verte poney à Conches-sur-Ouche, ou il a été initié à la chasse par un groupe de son père. Du coup, c'était la première réponse qu'il a travaillé pour les chiffonniers du Caire. Quel chanteur s'est produit avec les chœurs de l'Armée Rouge? Petit A, Maxime Le Forestier. Petit B, Jean-Jacques Goldman. Petit C, Johnny Hallyday. Ou petit D, Laurent Voulzy. On n'est plus sur une question politique. Redis, les 4?
Quel chanteur se produit avec le cœur de la mer Rouge? Maxime Le Forestier, Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday ou Laurent Voulzy? Vous voyez. C'est qui le premier déjà? C'est Le Maxime Le Forestier. Forestier. Ah. Alors là, j'en ai aucune idée. Hein. C'est pour vous aider dans les années 90, si ça vous aide. Pour être Mhm. précis, en 92. Non, ça m'aide pas beaucoup. Allez, vous le dites. Voulzy. Et toi, tu dis quoi? Moi, je vais dire Goldman. Eh ben, c'est Jean-Jacques Goldman qui a fait une. En gros, le Cœur Rouge, du coup, c'est 2 ensembles de musiciens. Il y en a, ils ont été créés. Ça s'appelle les Chœurs de l'Armée Rouge. Et ils se produisent, du coup, des fois avec des artistes à l'étranger, ont des coproductions. Tout ça. Du coup, il avait fait une coproduction avec Jean-Jacques Goldman. Très bien. Ok, je pensais que c'était un truc russe, mais rien à voir du coup. Oui, c'est ça. Ok, C'est des d'accord. chanteurs russes, du coup. C'est un ensemble de chœurs russes qui, mais du coup, ils se. Enfin, comme tu vois, t'as le Bolchoï, des trucs comme ça, tu vois, ils font des concerts ou des représentations dans tout le monde entier. Quoi. Du coup, ils font des coproductions des fois avec d'autres chanteurs. D'où vient le terme abracadabrantesque prononcé par Jacques Chirac en 2000? Bon, ça, d'où vient-il? De quel auteur vient-il? Rimbaud, Hugo, Pasqua ou De Villepin? Du coup, j'ai un peu spoil la question en voulant Je pense que préciser. c'est parce que du coup, l'auteur. Tout à fait. Mais qui a dit ça? Bah, en gros, Jacques Chirac, en 2000, alors je sais plus, dans un discours, non, dans une interview face à Alice Lucet, il a dit le terme abracadabrantesque. Ok. Et d'où il vient le terme, initialement, de base? D'accord. De Rimbaud, de Hugo, de Pasqua ou de Villepin? Je vais dire Victor Hugo. Moi, je vais dire Rimbaud, du coup. Bah, du coup, c'était Rimbaud. Moi, j'ai un Putain, peu mais spoil la zéro question. chance. T'as pas de chance. Euh, fait Moi, je voyais mots. pas trop Rimbaud mettre ça dans un poème et tout. Ça fait bizarre comme mot. Enfin, Moi, je voyais moins Hugo pour le coup. ouais, mais je sais pas. Bon, là, ça va être une question où vous allez devoir me dire une réponse à chacun votre tour. Vous allez me citer à chacun votre tour un ou une première ministre de la Ve République. Oh non. Voilà. Et ça s'arrête dès que quelqu'un ne sait plus. Et de quelqu'un répète du coup aussi ou pas? Ou quelqu'un répète aussi. Ah ouais. Qui commence? Et bah, c'est Simon, vu qu'il a pas beaucoup de points. Bah, Elisabeth Borne. Oui. Très bien. Jean Castex. Oui. Valls. Oui. Bah, Édouard Philippe. yep. Chirac. Ouais. Chirac, il compte 2 fois, donc il a été 2 fois. Donc je compte pour une seule fois, quoi. Jean-Marc Ayrault. Oui. Jospin. Oui. Cresson. Oui. Fillon. Oui. Putain, j'ai déjà oublié ce qu'on a dit. Juppé. Oui. De Villepin. Ouais. J'allais dire. La tête de Clément qui se rappelle ses vieux cours de sciences politiques, d'histoire. C'est même pas ça qu'on apprend. C'est surtout que je sais plus lesquels on a dit à droite. Et on a quand même dit. Tu penses au Premier ministre de droite en premier? Je sais pas s'il a été Premier ministre, mais je vais tenter. Balladur. Balladur, Oui, il a été. oui, il l'a été. De 1993 à 1995. Raffarin. Ouais. Vous avez fait quasiment tous les plus récents, là. Je pense que tu galères plus à te souvenir lesquels on a dit que... Ouais, bah même après, je me dis, je vais chez les anciens, et comme on n'a pas trop dit des vieux, mais putain, en vieux, là, je sèche complètement. T'en as, toi? Oui. Putain, ouais, j'ai perdu. Ouais. J'en ai 2. Ah ouais, ok, je suis mort. Ouais, j'ai perdu. Allez. J'avais Rocard et Chaban-Delmas. Ah bah oui, Rocard. Ah bah putain. Il y avait Bernard Cazeneuve que vous avez pas dit aussi. J'ai hésité, Ah, purée, c'est vrai. j'ai ultra Ah, hésité. j'ai complètement oublié. Il est tout petit. Mais... Sinon, vous êtes monté jusqu'à Il y a Balladur. Pompidou aussi, non? Ouais, dans l'ordre du plus récent au plus jeune, du coup, vous aviez tout dit. Ça remontait à Bérégovoy. Ah oui. Ouais, Pierre Bérégovoy. Cresson, vous l'avez dit. Michel Rocard, Jacques Chirac, Laurent Fabius. On l'a pas dit, Fabius? Non. Ah, putain, j'étais Pierre persuadé. Monroy. Oui. Raymond Barre. Ensuite, il y a Jacques Chirac, ouais. Pierre Mesmer, Jacques Chaban-Delmas, Maurice Couve de Murville, Georges Pompidou, en 62, en 68, et Michel Debré. Ah ouais, j'étais mauvais en fait. J'étais carrément mauvais.
Ok. Bon, et bien joué. pour une fois, Simon ne repartira pas bredouille. Allez, complétez la situation de Noël ma mère. Non, les écologistes ne s'intéressent pas, petit A, qu'à faire pipi sous la douche. Petit B, qu'au cul des oiseaux. Petit 3, qu'au vélo et aux éoliennes. Petit 4, qu'à bouffer des graines. Ah, j'en ai aucune idée. Moi, je vais dire le cul des oiseaux car je trouve ça très drôle. Pisser sous la douche. Et bah, c'était qu'au cul des oiseaux. Ah, Il a dit ça dans une tous les interview, trucs. ouais. Comme ça. Est-ce que vous connaissez Jean-Marc Governatori? Non. Oui. C'était dans une interview Candidat à pour la primaire, primaire candidat écologique. éphémère. Ouais. Il lui avait demandé. La récente là la dernière Non, je crois que c'était pas la dernière. Non, c'était avant. C'était avant. Ou en gros, il. Aussi, t'as raison, c'était. Ouais, mais en fait, Celle il où a Jadot a retiré sa gagné. candidature. Ouais. Je me souviens plus. En gros, ils lui ont demandé, mais pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles on voterait pour vous? Et il a répondu, j'ai tout simplement le meilleur CV politique Oui, je me de rappelle. France. Ça avait fait pas mal des petits mèmes là-dessus sur Twitter. Et donc, du coup, je vais vous demander quel fait d'armes ne figure pas dans le CV politique de Governatori, le meilleur d'après lui. Donc, petit A. Donc, c'est un truc qu'il n'a pas sur son CV. Ok. Petit A, 2 fois meilleur gestionnaire de France. Petit B, personnalité politique la mieux notée par L214 en termes de protection animale. Petit 3, il a écrit 14 bouquins sur l'écologie. Petit 4, petit D, triple vainqueur du trophée de l'entrepreneuriat vert. C'était quoi la première? 2 fois meilleur gestionnaire de France. C'est marrant que ce soit celle-là qui est fausse. Et non, c'était 3 fois. Ouais, mais je pense que ça va être une embrouille comme ça. Hein. Bon, moi, Il n'y a pas d'embrouille en termes de chiffres, c'est Ok. genre. Je peux donner ma réponse? Ouais. La 3. Donc, a écrit 14 Ouais, c'est livres 15, sur 14 l'écologie. livres là. Ça me semblait pas qu'il en a écrit aucun, tiens. C'est beaucoup 14, ouais, j'avoue. Moi, je dirais la première, du coup. 2 fois meilleur gestionnaire de France. Et bah, c'était la dernière, triple vainqueur du trophée de l'entrepreneuriat vert. Ah. En fait, ça n'existe pas, le trophée de l'entrepreneuriat vert. Bon, il a Et écrit tout le 14 reste, livres. du coup, apparaît sur son CV. Qui est fait. En dernière question, ou avant-dernière, ça dépend. En 2004, à Shanghai, Jacques Chirac s'essaye à un jeu vidéo. Lequel? Oula. En visite du coup politique. Est-ce qu'il s'agit, petit A, de World of Warcraft, petit B, de Dragon Quest, petit C, de Splinter Cell, petit D, de Rayman Rush? Est-ce que tu vois à peu près les 4 Je vois les jeux, ouais. Et moi, je dirais Rayman. Rayman Rush? Ouais. Une idée comme ça ou Non, ça me paraît un peu plus accessible. C'est quoi le deuxième? Dragon Quest. C'est un. Ça me paraît un peu plus accessible. C'est un RPG. Dragon Quest, c'était vraiment la période. C'est un 2004. RPG au tour par tour. Ouais, mais Rayman sur Play 1, tu vois. 2004, c'est PS2, non? PS2 même. Bah, même. Ça marche aussi alors. 2004. Allez, Splinter Cell. Ça fait un peu plus dans le. Donc Splinter Cell Et et Rayman. il s'agissait de Splinter Cell. Bien joué. Solide. Je voyais bien faire tester un président, c'est un truc un peu de. C'est un truc d'espionnage et Ouais, tout, ça- je crois, de meurtre et tout, je crois, Splinter Cell, ça. Quand il parlait Ça, dans Backseat, il ouais, disait d'infiltration. ça pourrait être vraiment Rayman Rush parce que c'est très arcade et puis Ouais, c'est ça, c'est c'est plus très accessible. c'est français aussi. Oui. Rayman. Ah oui. C'est Ubisoft. Coucou nos Ça, amis je- bretons. Mais c'est ce qui m'a fait douter par contre. Et du Parce que coup, je me dis, si tu le fais en France ou au Canada, Ouais, tu vois, tu te dis à Shanghai, on va faire jouer un jeu français au mec. C'est ça. Bah, ça aurait été étonnant en même temps. Président, touc. Et allez, dernière question. Je n'ai pas de proposition de réponse cette fois. Est-ce que vous vous rappelez comment s'appelait le jeu vidéo sorti par l'équipe de Jean-Luc Mélenchon pour sa campagne en 2017, parodiant un certain jeu de combat très célèbre? Fiscal Combat. Magnifique réponse du coup de Clément. J'y ai joué. Tu y as joué du coup? Ouais, j'ai essayé vite fait. Et alors? Bah, c'est codé rapidement, mais bon. C'est collé avec le cul, c'est ça? Non, pas du tout. En vrai, c'est Non, un mais c'est marrant, amateur c'est sans marrant, c'est un petit budget. coup de pub, mais C'est ça, c'est c'est... sympa. Franchement, Le ils ont jeu, rempli c'est leur super objectif, ennuyé, les militants qu'on fait ça. C'est Mortal Kombat où je crois que tu devais combattre des gens de l'opposition du coup. Et bah du coup, très bon jeu, remporté je pense haut la main par Clément. Oui. Mais tu ne t'es pas laissé faire quand même. Oui, bien Notamment joué. sur la liste des premiers ministres. Ah, j'ai été mauvais, là. Après, j'ai eu beaucoup de chance. Petite section des thèmes.
Ouais. Tiens un petit bol. Faut que je pioche. Voilà, mélange bien. Ils sont peut-être pas très mélangés les trucs. Mais puis tu prends le. Alors, 3 mots. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Je vais te présenter à chaque fois 2 mots, 3 Ok. fois. Et chaque fois tu sélectionnes un des 2 mots qui te parle le plus, sur lequel tu as le plus envie de parler. Moi, je vais prendre vieillesse comme mot. Ok. Il faut que je parle de vieillesse là. Ouais. Pourquoi t'as pris ce mot? C'est un truc. Enfin, ça te parle ou c'est un. Ouais, si, vieillesse, ça me parle parce que c'est un truc qui est à la fois flippant et auquel je pense assez peu, mais et surtout par rapport, et je trouve que ça peut rejoindre les discussions qu'on a eues à la pause là, sur le Covid. Euh, on gère très mal, je trouve, la vieillesse dans notre société. Et moi, je pense que je la gère assez mal personnellement aussi. C'est-à-dire que tu la vois d'un mauvais œil. Enfin, tu la. Ouais, c'est ça. C'est en fait, on vit très longtemps quand même maintenant, et on peut vivre assez longtemps en mauvaise santé. Euh, et ça, je trouve, ça fait quand même flipper quand tu te mets à la place de personnes que tu peux connaître, qui sont bien vieux et franchement, ça donne pas envie d'être à leur place du tout, parce que aucune autonomie, juste ta seule perspective, finalement, ton seul horizon, ça a l'air d'être ta mort, quoi. Et tu peux rien faire de tes journées, tu souffres et tout. Enfin, c'est assez terrible, je trouve. Donc, on gère assez mal la vieillesse. Potentiellement, ça pouvait se voir sur propos polémiques, peut-être, je ne sais pas, pendant le Covid, sur cette volonté à épargner à coûte que coûte la vie de personnes qui sont déjà très, très, très âgées, qui ont largement dépassé l'espérance de vie en France et qui, du coup, sont aussi très vulnérables au Covid. Donc, l'idée, c'était pas de les achever, évidemment, mais il y a quand même cette idée de fallait épargner leur vie coûte que coûte. Voilà, donc et du coup, la question de la vieillesse, ça rejoint la question de la mort, forcément. Et ça, moi, je trouve que c'est assez passionnant. D'autant plus, là, on va rentrer dans une société où il y a de plus en plus de vieux. Et je trouve que notre société n'est pas du tout adaptée, à mon avis, à la question de la vieillesse. Et on s'y adapte très mal. Comme je disais, mais la société, mais aussi moi, personnellement, on a peur de voir des vieux, je trouve. Parce que ça nous renvoie trop à comment nous va finir. Et quand tu vois, du coup, ces maisons de retraite, des choses comme ça, qui sont... Je trouve qu'il y a quand même une forme d'inhumain, parce qu'on n'arrive plus à réintégrer les vieux dans la vie, quoi, dans nos vies. Et du coup, ça serait quoi pas la solution idéale, mais une des solutions peut-être qu'il y a dans un autre pays ou qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire ou sans forcément comparer d'autres pays, car je connais pas suffisamment bien comment ça se fait ailleurs, mais on est trop dans une logique de vivre longtemps, c'est bien. Tant pis comment tu vis, et que après c'est donneur de leçons. Je vais pas dire aux personnes de récupérer leurs vieux chez eux pour les laisser dans la société, au centre du village ou quoi. Mais je trouve qu'on a quand même complètement perdu ça. On est plutôt dans une logique de les anciens du village qui transmettent une forme de sagesse ou quoi. On n'est plus trop là-dessus. Par contre, il y a quand même une notion très intéressante, je trouve, autour de tout ce qui va être grands-parents qui transmettent à leurs petits-enfants. Là, on retrouve quand même des choses assez intéressantes. On peut le voir aussi sur une forme de solidarité intergénérationnelle privée. Tu vois, alors les grands-parents qui vont essayer d'aider leurs petits-enfants, etc. Donc, il y a quand même des choses chouettes qui se passent. Mais globalement, on vit quand même entre les âges très séparés. Voilà. Et du coup, après, il y a des choses peut-être intéressantes qui se développent pour socialiser les personnes âgées. Quand tu penses par exemple à, je sais pas, je voyais qu'il y a de plus en plus de colocations qui se recréent entre vieux, qui se remettent en colocation quand tu deviens très vieux. Un vieux entre eux ou un vieux avec un jeune? Il y a les deux, hein. Colocations intergénérationnelles qui je pense sont intéressantes. Après, typiquement, moi je sais pas à quel point j'aimerais bien vivre comme ça en tant que jeune, du coup. il y a des colloques de vieux où tu as une infirmière qui passe une fois toutes les X temps, où c'était vraiment des habitats où tu as... Ouais, comme s'ils sont concentrés au même endroit, ils ont leur chambre privée et ils ont vraiment presque un appart à eux. C'est pas juste ils sont dans un truc avec leur chambre privée. C'est ça. Ouais. Et du coup, je trouve que globalement, il y a, je pense, beaucoup de choses à réinventer autour de la vieillesse. D'autant plus qu'on a quand même des générations de vieux là qui vont arriver en masse sur le marché de la vieillesse. Et je pense qu'il y a des choses assez intéressantes à penser
à comment adapter la société autour de ça. En tout cas, moi, et à titre individuel, ça me fait quand même assez flip. Enfin, là, j'y pense pas au quotidien du tout, mais quand je me mets à la place de personnes très âgées, je me dis, bah, j'espère quand j'aurai leur âge que je serai Il y aura autre chose. Ouais, qu'il y aura autre chose. Genre, j'ai pas envie de finir, genre, mettons, passer 3 ans dans un espèce de. Dans une EHPAD ou... Ouais, une genre d'EHPAD franchement déshumanisé et déshumanisant, euh, ou juste attends ta mort, voilà. Ça, j'ai pas du tout envie de vivre ça. Et je pense que peu de gens l'ont envie. Donc j'espère qu'il y aura des choses qui vont être inventées. Et surtout, quand je serai dans cette situation-là, si j'arrive dans cette situation-là, quand même pouvoir en fait avoir un regard sur ta vie un peu en mode no regret, quoi. J'ai pas de regrets. Bah voilà, là, a priori, ma vie, enfin, je suis toujours vivant, mais ma vie est plus ou moins en train d'être terminée. Et franchement, je suis satisfait de ce que j'ai pu voir de mon passage sur Terre, quoi. Et du coup, quand tu parlais de ta vieillesse personnelle, c'est vraiment la vision finale de la vieillesse ou qui t'effraie ou comment tu vois le fait de vieillir maintenant, tu vois? Ouais, non, là, je pensais vraiment vieillesse quand quand t'es 80 vieux, plus, vieux. quoi. Ouais, quand t'es vieux. Parce qu'effectivement, après, il y a le processus de vieillir tout au long de ta vie. Et ça, non, ça, je trouve que c'est plutôt un processus chouette. Je trouve ça cool. Pour autant, ça passe vite. Enfin, ça dépend. Des fois, quand je me dis, putain, ça y est, des fois 24, enfin, déjà à 24 ans, je sais pas, dans quelques années, là, ça va y avoir des mariages qui vont s'enchaîner, puis après, il y aura des naissances. Je le souhaite à mes proches, puis à moi aussi, quoi. On n'est pas concernés, moi et Simon, t'inquiète. On sera toujours là pour faire du podcast. Et donc, et donc voilà, je me dis qu'il y a quand même des étapes de la vie qui sont en train d'être passées progressivement, que tu pourras pas retourner en arrière, qu'elles sont passées, quoi. Je sais pas, par exemple, là, le gros truc là-dessus, c'est mes années étudiantes. Bon, a priori, j'ai terminé mes études. Peut-être qu'un jour, je reprendrai, mais ce sera pas en mode étudiant. Enfin, je reprends des cours, mais c'est pas pareil. Du coup, c'est une étape un peu importante qui est terminée. J'ai pas l'impression d'avoir des regrets sur ma vie étudiante, genre, j'ai l'impression d'avoir choisi des études qui me plaisent, enfin, du moins, elles m'ont plu, j'ai l'impression d'avoir pu, en tant qu'étudiant, que jeune, je sais pas, enfin, sortir, faire ce que je voulais, machin. Donc, j'ai aucun regret sur ça, mais tu te dis quand même, c'est fini. Et du coup, je regarde pas ça avec une forme de regret, mais avec un petit peu une nostalgie en quelque sorte. Mais c'est pas forcément, ouais, même pas forcément nostalgie le mot. Mais plus, tu vois, tu actes en mode, bon, bah, une étape de la vie qui est terminée, on va passer à une autre étape. Et là, c'est un peu une étape stressante qui rentre, je trouve, qui est quand même l'étape de, bah, typiquement, comme je disais, là, je vais commencer à vraiment bosser en CDI, bah, là, la semaine prochaine, là, je signe. Et, et tu te dis, ça y est, t'as plus. Car toute ta vie, elle est calibrée quand t'es jeune, en mode, bon, bah là, j'ai 4 ans d'école primaire, j'ai Oui, tu regardes juste 4 l'étape ans, d'après. 4 Ouais. ans de collège, 3 ans de lycée, 5 ans d'études. Chaque fois, c'est des étapes qui sont assez resserrées, quoi, finalement. Tu peux même plus les resserrer en mode, bah là, c'est le CM1, là, c'est la 6e, là, c'est la L2, machin. Tu peux même resserrer ça à l'année. Et là, on est dans une étape où finalement. C'est le flou. Et oui, bienvenue en CDI. Exactement. Là, En mode, t'as pas de fin. Il n'y a plus d'horizon. Ouais, c'est ça, Il n'y a pas d'étape comme ça forte. Et je pense que c'est important potentiellement de s'en poser soi-même pour un peu cadencer des étapes de vie, quoi. Je fais 3 ans ça, puis après, Ça je vais là-bas ouais, pour y aller 4 ans. Ah, et mais puis, c'est dur aussi de Exactement. se dire je vais en faire 3 et au final ça se trouve t'en fais 7, ça se trouve t'en fais 1,5, tu vois, oui voilà. Mais c'est vrai qu'avec les études, jusqu'au, on va dire à la fin de ton diplôme, si t'es en 2-3 ans après le bac, mais jusqu'à ton dernier diplôme, toute ta vie elle est en mode ok, là je suis en primaire, la fin de primaire c'est quand j'aurai 11 ans, hop, dans 4 ans. Après t'as le collège, t'es en mode ok, bah à la fin de mon collège, j'ai mon examen, le brevet, hop, dans 4 ans. Après, t'as le bac, hop. À chaque fois, t'as une échéance et t'es en mode hâte que tu finisses l'échéance. Mais à chaque fois, du coup, t'en recommences une nouvelle. Et du coup, c'est vrai que le CDI, t'es vraiment en mode ah bah non, ah bah il y a. Bon, bah ça se trouve, c'est dans 40 ans comme c'est dans 2 ans, tu vois. Et Ouais. ça peut. Après, du coup, tu as des échanges pro que tu peux te mettre en œuvre, quoi. Des objectifs, ouais. Ouais, c'est ça. Tu dis, bon, je vais bosser là-dedans pendant 4 ans et après, je me donne un nouveau défi pro à bosser ailleurs dans un autre truc, dans une thématique, quoi. Et après, les autres échéances qui arrivent, c'est des échéances perso, tu vois, genre les mariages, les enfants, un truc comme ça. Donc là, c'est des grosses étapes qui font un peu flipper aussi. Mais ça reste des échéances, tu vois pas à long C'est terme. ça, t'as pas une date en mode ouais, faut que ça. tu sois à tel âge, machin. Le mariage, je suis là un an C'est avant, l'enfant, Voilà. c'est pareil. Mais du coup, c'est là que tu deviens maître en fait de tes échéances. Enfin, maître en partie, parce que tu choisis pas non plus totalement. Là où avant, c'était complètement imposé. Tu vois, tu passes à la classe supérieure, tu fais ça, tu fais tant. Voilà. Je pense que c'est pas mal de se mettre aussi des. Quand tu disais des échéances, mais genre de se dire ok, tu vois.
de prévoir des trucs dans le court terme, genre ça peut être sur 3-4 mois, et de se dire, ok, là, mon prochain truc perso où je vais kiffer, ça va être le voyage au ski, hop, dans 3 semaines. Oui. Et du coup, je trouve de mettre des petites échéances perso comme ça, très courtes, où tu te fais plaisir, où c'est la fin d'un truc, où tu prépares un truc, je sais pas. Et une fois que c'est arrivé, c'est cool, hop, et tu repars sur un nouveau truc où tu dis, ok, quel est le prochain truc que je vais prévoir, qui va me faire plaisir, qui va me faire kiffer. Et je pense que c'est comme ça aussi que tu arrives à passer une année ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, alors que tu vois, t'as pas forcément d'échéance dans ton boulot, tu vois. Ouais, je suis pas Après, complètement d'accord. Ouais, parce que moi je te dis, est-ce que t'as pas le risque de, je sais pas, de tout mettre sur des vacances et tout, puis C'est tu ça. restes dans ton taf et du coup tu te fais un peu vivre parce que t'as tes échéances de vacances qui arrivent à chaque fois, des petits objectifs comme ça. Et au final, t'as pas pris le temps de bien te dire qu'est-ce que je voudrais, comment mon taf évolue, Ouais. est-ce que je... Oui, alors l'un n'empêche pas l'autre, je suis d'accord. Mais je pense que quand sur ton taf, tu as un semblant de. Pas d'habitude, mais après, ça dépend de ton taf aussi. Il y a des trucs où c'est des missions et des projets, donc forcément, là, tu as des échéances pro. Mais moi, ça m'est arrivé dans mon ancienne mission où c'est de la maintenance, des trucs comme ça, donc tu n'as pas forcément vraiment de gros projets qui se finissent. Ça pourrait durer 1 an, comme ça pourrait durer 5 ans. Je pourrais rester. Du coup, je pense que dans certains types de métiers très habituels, pas répétitifs, mais un peu où tu as vraiment une sorte de routine qui se met en place, je pense que c'est pas mal de se mettre des petits trucs côté perso, tu vois, pour arriver à avancer et pas être bloqué, tu vois. Et je pense que côté pro, c'est dur de s'en mettre quand même, parce que t'as quand même un truc où tu peux pas... Enfin, tu peux dire, je fais 3 ans là, puis après je fais ça, mais bon, ça dépend des opportunités, des trucs... comment C'est ça ça, se ouais. passe. Ouais, Ça après, il y a dépend un si t'en as marre risque. aussi, ouais. Quand t'es bien comme ça, il y a un risque. Est-ce que c'est un risque? Je sais pas, mais du coup, je suis bien là, je vais plus essayer d'aller découvrir ce qui peut se faire ailleurs. Oui. Parce que tu sais ce que tu vas perdre en mode une situation où franchement t'es bien à ton taf, c'est très intéressant et tout. Donc tu peux perdre ça. Par contre, tu sais pas ce que tu vas retrouver. Tu peux trouver des trucs encore mieux ou des choses beaucoup moins bien et du coup là tu auras perdu au change. Et ça c'est pas forcément simple de sortir. Après, t'as peur d'être bloqué dans une routine comme ça. Et par rapport à ce que tu disais sur mettre des échéances perso cool, moi je trouve ça dangereux. Enfin, il faut que ce soit pas les échéances qui soient cool, que ce soit ton quotidien qui soit cool. Oui, Mais je pense que c'était plus sur le choix des mots. Mais ouais. oui, c'est pas forcément échéance. C'est de se programmer des trucs Mais cool oui. où tu vas dire, ah hop, dans 3 semaines j'ai ça, c'est cool. Je dis pas que ça t'aide à te tenir en mode je vis pour ça jusqu'aux vacances et je survis parce que j'ai envie d'aller jusqu'aux vacances et voilà. C'est juste ça. Je pense qu'il faut bien allier les deux, tu vois. Et que quand il y en a moins dans l'un, faut un peu équilibrer, quoi. Ouais. Après, globalement, j'ai énormément de mal à me projeter au-delà du mois, à peu près. Genre, je sais pas, je pense jamais à. Enfin, j'avance vraiment avec un brouillard devant moi. Mais Depuis toujours ou depuis maintenant? En fait, avant, t'as pas un brouillard dans le sens, tu pouvais facilement te situer en te disant, l'an prochain, je serai en 4e, l'an prochain, je serai en seconde, machin. C'était éclairé, en fait. T'avais un chemin, t'avais un couloir, tu suis le couloir, t'avances, voilà. Après, il y a des moments de choix, voilà, quelle filière au bac je choisis, quelle étude je choisis. Tu les as choisi avant un mois d'échéance, quand même. Pas vraiment. Oui, si, ça dépend lesquels. L'hésitation entre S et ES était si dure que ça? Non, ça va, ça, j'ai pas eu trop de mal à choisir, parce que... Il n'y a pas eu le choix. J'ai clairement eu le choix. Moi, j'ai fait de bonnes notes en maths et tout. Oui, en physique, oui, on se rappelle des... Ça dépend quel trimestre. Mais non, en vrai, j'avais largement le choix. Non, mais ça, c'était accident. Mes parents me donnaient d'autres choix, je sais pas, genre, où je pars en 3e année à l'étranger. J'ai réellement fait mon choix peut-être 2 heures avant la fin des inscriptions, quoi. Ah oui. Et après, il fallait écrire la lettre de motivation pour tout le truc. Enfin, voilà, faire le dossier à partir de ça. Voilà, ça, j'ai mis beaucoup de temps à choisir. Sur mon choix de master et tout, c'était aussi pareil. J'ai mis du temps Enfin, j'ai quand même choisi un peu au dernier moment. Et c'est quoi? C'est parce que tu te prends pas la tête avec ça avant, ou c'est parce que tu n'arrives pas à choisir? Et que tu es obligé d'attendre ou tu plus le choix, que tu es obligé de cliquer sur un truc pour faire le choix? Oh, il y a les deux. Je pense des fois, j'ai du mal à faire des choix. Mais c'est surtout parce que je vais conduire ma voiture et je vais regarder à 10 mètres devant moi, quoi. Je vais pas regarder loin devant. Oula, c'est dangereux, ça. Je ne vais faut pas faire ça au volant. Mais voilà. Mais du coup, je suis pas très. Enfin, je sais pas. C'est pas que j'anticipe pas, mais c'est que je me sens pas le besoin d'anticiper à fond. Et du coup, j'avance un peu. Voilà, je me dis juste, qu'est-ce que j'ai ces 2 prochaines semaines de prévu? Et au-delà de ça, et souvent quand on me dit go une date.
Du coup, t'es là mi-avril, on fait un truc mi-avril. Je suis en mode. Peut-être. Oh là, mais c'est loin ça. Bah ok, je vais essayer de le noter, il va falloir me le rappeler, mais, mais voilà, enfin, je pense pas aussi loin. Et je trouve que ce côté avancé un peu avec un radar très proche de toi, ça posait pas problème quand justement c'était un peu tracé, t'avais pas trop de trucs. Et maintenant, dans une situation un peu qui peut durer très longtemps, je me dis, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est dangereux? Je pense que ça dépend. Enfin, oui, c'est une réponse très clivante, mais non, je pense que ça dépend, toi, ton rapport. Et est-ce que, tu vois, parce qu'il y en a qui peuvent angoisser à l'idée de pas savoir. Toi, t'as l'air assez cool, du coup, d'avancer, on va dire, au mois, quoi. Ah oui, c'est pas un mal-être du tout. Hein, Oui, voilà. Et tu penses pas, et tant mieux. Et il y en a où il faut que, allez, au minimum sur l'année, ils savent à peu près ce qu'ils vont faire en mode, ok, là il y a vacances, là il y a machin, là j'ai mon boulot qui va durer jusqu'à à peu près à ça, si c'est une mission particulière. Si c'est un CDI, on va dire classique, bon bah ils se posent pas forcément la question. Et du coup ça va, et il y en a, ils angoissent de pas savoir où ils vont être dans 5 ans, tu vois. Je pense que c'est très personnel et t'as pas une solution qui est bonne ou mauvaise, mais c'est ton propre ressenti, quoi. Ah oui. Bah, typiquement, là, j'étais en CDD jusqu'à présent. Au début, un CDD de remplacement de congé mat, donc c'était 6 mois. Et après, là, on a été prolongé 3 mois, j'étais prolongé. Du coup, à chaque fois, j'avais quand même des échéances sur le travail qui pouvaient être potentiellement fixées. Et là, du coup, on a été pris en CDD, mais j'avais aucune certitude de pouvoir l'être, ça dépendait de plein de choses. Et du coup, moi, je le vivais pas forcément mal, en mode si jamais à la fin de mon CDD, bah, mon CDD est terminé, je retrouve un autre truc, ça me faisait pas spécialement peur. Enfin, j'étais dessus dans le sens, bah, je me plais au taf, c'est cool, mais je me dis, j'ai trouvé d'autres trucs ailleurs, c'est un nouveau truc à voir. Mais j'anticipais pas dans ma tête que du coup, ça voulait dire que le mois prochain, je serais réellement au chômage, enfin, je ferais un truc. Tu vois, je me suis dit juste, bon, bah, j'ai un nouveau truc à trouver, mais ça me faisait pas peur, tu vois. C'est pas mal, parce qu'il y en a, genre moi par exemple, je suis en mode putain, je suis au chômage, tu vois, genre en mode ah putain, qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que je vais retrouver du boulot? Est-ce que machin et tout ça? Ah non, par contre, je me serais posé plein de questions au moment du coup de rechercher un travail. Je me suis dit, bon, bah, quel type de travail je veux donner et tout. Mais enfin, je fais plus ça comme un truc excitant que. Après, c'est chiant de faire des lettres de motivation. Enfin, chiant dans la pratique de chercher un travail. Ouais. Exactement. Et par contre, excitant dans le fait de devoir D'avoir ou choisir. Un nouveau challenge, quoi. Exactement. Ou choisir, je trouvais ça un peu excitant. D'autant plus que j'avais pas suffisamment de mois de cotisation. Là. J'avais atteint le cap pour passer outre les réformes d'assurance chômage et avoir le droit à des indemnités. Tu suces l'État, Clément. Maintenant, je récupère ce que j'ai cotisé. Mais bon. Et du coup, là, j'ai plus ça. J'ai plus le mode, bon, bah là, c'est un contrat de 6 mois et après, on verra. Là, c'est... Voilà, on va voir. Et du coup, ce sera à moi-même de dire ou sinon peut-être qu'on fera faillite avant, je sais pas. En mode ah ouais, là j'aimerais bien. Enfin, je sais pas. Je laisse beaucoup de liberté un peu à la vie en fait. Enfin, je sais pas. Je crois pas du tout au destin ou quoi, mais je laisse beaucoup de. Je me dis bon bah on va voir comment la vie évolue. Je me pose pas trop de questions. Faut pas surdramatiser les enjeux et les choix. Oui. Tu vois. Et ça, je trouve c'est important. Quand je comprends par ma sœur qui dès qu'il y a un choix, c'est assez tragique. Enfin, ça lui demande beaucoup de réflexion et choisir, c'est renoncer, comme disait l'autre. Ça lui demande beaucoup de, ouais, exactement, ça lui demande beaucoup de réflexion, tout ça. Et en mode, si je choisis ça, ça voudrait dire que si ça et ça, ou tu fais du calcul et tout. Moi, je suis pas trop là-dedans. Enfin, je le un petit peu quand même, évidemment, mais je me dis que sinon, c'est impossible en fait à calculer. C'est impossible de dire si je choisis ça. Ça veut dire que dans 10 ans, je ferais ça. En fait, il y a tellement de choses qui se passent, soit dans un choix dans l'autre. Oui, tu peux pas savoir. Tu peux calculer sur du 6 mois, tu peux pas calculer sur du 10 ans. Et enfin, en plus, j'ai pas envie de le faire, quoi. Ouais, bah ça permet d'être plus serein, même sur les trucs perso. Oui, ouais, c'est ça, si tu te prends pas la tête, t'es en mode. Pas avoir d'échéance à 30 ans où j'ai tel truc. Oui, c'est ça. Carpe diem, comme on dit. D'autant plus que ce que tu veux maintenant, c'est peut-être que tu n'auras pas envie de faire à 30 ans. Enfin, ça sert à rien, en fait, oui. De calculer. Deuxième mot. Alors, je vais choisir procrastination. Te sens-tu concerné? Oui. Ceci explique peut-être ce que tu viens de nous raconter pendant 30 minutes. Est-ce que je procrastine les choix? Ouais, je sais pas s'il y a peut-être un peu de ça. Mais en tout cas, ouais, si je me sens clairement concerné par la procrastination. Alors déjà, tous les trucs un peu administratifs chiants, moi ça je les procrastine comme jamais. Hein. Et même des choses qui me tentent très bien, je peux les procrastiner. Mais en fait, c'est plus selon mon degré d'être sous l'eau. Quand je suis beaucoup sous l'eau, je procrastine pas.
et je me sens vraiment efficace. Et dès que ça va être un moment où Tu vois que tu auras du temps. du bah, temps, tu, voilà, dès que j'ai du temps, tu prends direct et C'est t'attends. pareil. Ouais. voilà, dès que j'ai du temps, c'est mort et là je vais plus rien faire, je vais procrastiner. Là, ces vacances, j'avais quelques tâches un peu chiantes, administratives à faire, machin, euh, et j'avais rien d'autre à faire. Franchement, je pourrais tout boucler en une journée, bah évidemment que non. Et boum boum, tu procrastines, tu fais rien pendant ta procrastination, hein. C'est pas grave, hein. Moi je veux pas, bon, faut que chaque journée soit remplie ou quoi, c'est pas grave du tout. Mais, mais voilà. Et du coup, par contre, et même au taf, quand j'aurai des tâches, il y a des semaines ou des journées où vraiment t'es complètement sous l'eau, t'as plein de trucs à faire. Là, c'est des journées où tu procrastines pas, même les trucs chiants, tu les fais tout de suite et tout. Et tu fais ça rapidement et tout, c'est bien, efficacement. Et des fois, il y a des journées, ou des scènes où ça va être un peu plus calme, où le rythme c'est un peu moins vénère. Et là, ça va te paraître beaucoup plus chiant, t'auras pas envie de le faire, tu vas mettre ça, bon, ça on fera ça demain. Oh, ce mail-là, la personne va l'envoyer plus tard parce que là, flemme de l'écrire, machin. Du coup, tu procrastines plus quand t'as du temps. C'est pas Oui. un plaidoyer pour charger les gens de travail. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce degré-là. Je crois que je suis un peu pareil, hein, tous les trucs où. Mais des fois, même, c'est des trucs cool à faire. Alors, c'est vraiment des trucs cool à faire. En général, j'ai fait quand même premier, mais tu vois, où c'est des trucs intéressants où je suis en mode, ça prend 2 secondes, hop, c'est. Je sais pas, faire un quiz ou faire un truc sur le podcast, machin, de ça. Je sais que ça va pas me prendre de temps. Je suis en mode, hop, j'en fais. Puis, le jour avant où le truc est là, je suis en mode, ah oui, putain, je dois faire ça. Ok, je le fais, machin. Mais je crois qu'on est tous pareils, hein. Enfin, le fléau de la procrastination, c'est comme tu dis, c'est. T'as le temps de le faire, c'est pas chiant, machin, et tu vas quand même être ric-rac, pas le faire ou le faire à minuit la veille. Ou voilà quoi. Ouais, ça, c'est vrai que je fais beaucoup au dernier moment. Enfin, ça a résumé mes études, c'est le dernier moment. Au dernier moment, plus un même. Genre en mode, tu rends le truc un peu 1 heure ou 2 après. Ah ouais. En vrai, j'ai déjà rendu des trucs en retard. C'est pas mal quand même. Croissant, plus les études passaient. Mais malgré tout, c'était quand même majoritairement à l'heure. Mais voilà, quand même très très dernier moment. Et ça, ouais, ça pour le coup. Après, c'est parce que j'ai besoin d'un stress. En fait, c'est ça. Je vais plus procrastiner. Alors, pour le côté un peu, quand j'étais étudiant et pro, j'ai besoin d'un petit stress pour vraiment bosser efficacement. Et ce stress-là, tu le trouves que quand tu es. En fait, que tu n'as plus le choix. T'es dos au mur. Donc, dos au mur parce que tu as trop de trucs à faire à une date précise, que ce soit rendre des examens ou rendre des trucs au taf. Et là, du coup, tu les fais. Et ça, j'aime bien cette sensation d'être un peu sous l'eau. Franchement, j'aime bien. Parce que je me sens vivant et je me sens efficace. Il y a l'adrénaline en fait, c'est juste ça. Voilà. Mais après, mais ils se sentent comme à la défense, les gens qui courent et tout. Ouais, mais moins bien habillés. Et non, quand même pas courir comme ça. Et sur les tâches plus perso, je sais pas, par exemple, faire ta vaisselle, ça c'est pareil, genre je vais pas la faire en fait. Mettons si j'ai un dimanche week-end, j'ai rien de prévu du week-end. Ces week-ends-là, des fois, tout le week-end où t'as rien de prévu, c'est bien. Et ces week-ends-là, je vais rien foutre, je vais même pas réussir à trouver la motivation de faire ma vaisselle. Alors qu'il y a des journées, genre en mode, tu vas toute la semaine, tu vas sortir, tu vas avoir des trucs le soir, tu vas sortir du taf et tu vas faire le truc derrière. Tu vas rentrer chez toi tout le temps à minuit pendant toute la semaine, tu repars le matin, tu te lèves à 6h30, tu fais là, une semaine très fatigante. Et là, ma vaisselle sera faite. Tu vois, même je vais la faire à minuit, c'est pas grave, parce que je suis dans un mood flux tendu, quoi. T'en as besoin quand même des week-ends où tu fais rien ou des moments où tu. Ouais, si, des fois. Ouais. Ouais, si. Parce que sinon, tu pourrais te dire, du coup, je fais exprès de toujours mettre plein de trucs à faire tout le temps et je vis là-dedans, tu vois. Ouais, non. Globalement, je pense que j'ai un quotidien assez chargé. Enfin, je me le charge un petit peu, genre à sortir, tout ça. Et souvent, des fois, quand j'ai rien de prévu, tiens, go, je vais au ciné, je vais faire un truc comme ça. Mais des fois, par contre, il me faut vraiment des moments où je fais rien, où j'ai rien de prévu. Et ça, c'est agréable. Et surtout depuis que je suis à Paris, où tu as un piège, je trouve encore plus à Paris, où, si tu veux, tu peux tout le temps faire des trucs, quoi. Tu peux avoir aucun moment libre parce que tu as différents groupes d'amis ou différents cercles sociaux qui sont sur Paris. Donc là, tu vas les voir de manière régulière, mais chacun séparément. Donc, tu sors plus. Tu as plein d'occasions de sortir tout le temps. Et après, quand tu es à Paris, tu veux les week-ends, tu veux rentrer à Lyon, tu veux partir ailleurs. Donc, tu peux aussi surcharger tes week-ends. Et en fait, au bout d'un moment, tu deviens, t'es trop fatigué. Et du coup, à un moment, t'es trop fatigué, j'ai besoin un week-end où je fais rien. Je pense aussi, tu as le fait aussi que déjà, on est moins en mode études. Donc, on a moins de. Enfin, techniquement, on n'a plus de boulot le soir à faire. Bon, après, moi, même si j'avais du boulot, j'en faisais peut-être rarement. Mais tu as le côté, moi, j'aime bien ce qui lutte un peu contre la procrastination. C'est juste, tu te dis, ça peut être à l'échelle du jour ou de la semaine, tu te dis, j'ai ça à faire.
Mais ça peut être des trucs cons, genre juste passer à Decat, aller acheter une montre, mettre ta poubelle jaune, descendre ta poubelle jaune, machin, tout ça. Juste, tu te mets une liste avec plusieurs trucs et tu te dis, si j'arrive à en faire quelques-uns, c'est bon, tu vois. Du coup, le fait toujours avoir une liste où tu as plusieurs choses à faire, et si tu en fais au moins une, tu vois, genre ça me dit en mode, ok, j'ai pas pu tout faire et j'ai pas fait le truc le plus urgent, mais j'ai fait quand même des trucs, tu vois. Et je dis pas que ça me guérit de la procrastination parce que je suis un gros flemmard et j'ai quand même des fois du mal à me mettre à faire des trucs, même sous le côté urgence. Mais au moins, je suis en mode, ça te force aussi un peu à faire une petite habitude de faire des choses et voilà, quoi. Ouais, moi, les listes, j'ai essayé ces techniques de la liste et franchement, ça marche pas. Enfin, Ok. Ouais, après, je fais chacun ses peut-être des trucs, listes un peu trop trop grosses. calibrées. Ouais, trop grosses, mais c'est plutôt en mode genre lundi, je fais ça, mardi, il faut que j'aille faire ça, vendredi, il faut que j'aille faire ça. Et souvent, tu te retrouves, tu peux décaler la liste à 2 semaines près. Hein, parce que- Oui, c'est ça. Moi, c'est pareil, des fois, je me mets genre en mode genre, tiens, vas-y, lundi, j'ai rien de prévu, je finis tôt, j'ai pas de réunion, je vais aller au ciné. Finalement, t'es crevé, donc tu vas pas le faire de ciné, mais du coup, tu fais un autre truc à la place. Du coup, tu te dis, bah, mardi, je vais aller au ciné. T'as pas le temps parce que t'as fait le truc que t'avais prévu, machin, et au final, c'est vrai que t'as des trucs que tu repousses Ouais. ad vitam aeternam, quoi. Après, il y a aussi sur la fatigue, parce que quand tu fais beaucoup de choses, t'arrêtes pas et tout, t'as besoin d'un moment, un week-end où t'as vraiment rien de prévu. Mais il y a aussi, par contre, je trouve que rien faire, moi, ça me fatigue des fois. Franchement. Bon, je sais bah là, on pas. peut plus rien faire pour toi, là, Clé. Non, mais ça me fatigue, c'est que ça me fait naître une flemme très forte. Et je sais pas, j'ai passé une journée, bah là, c'est vacances en illustration. Je suis arrivé en vacances, je pense que c'était la fois où j'avais le plus besoin de vacances de ma vie. J'étais trop content d'être en vacances. Et vraiment, j'en avais besoin parce que c'était vraiment très intense juste avant les vacances pour plein de raisons en termes de travail. Et j'avais eu peu de jours de vacances sur mes 9 premiers mois. Là. Donc vraiment, je suis arrivé en vacances d'hiver, là, fin de Noël, vraiment fatigué et très heureux de l'être. Et En vacances ou fatigué? en vacances, fatigué, d'être en vacances. Et du coup, c'est pour ça, là, je me suis dit, ces vacances, voilà, comme tu disais, on n'a plus de devoirs, on n'a pas d'examen à réviser ou quoi. C'est vraiment des vraies vacances, ça, c'est agréable, tu vois. Et du coup, je fais rien de mes vacances. Je fais rien du tout. Ouais, mais c'est bien, des fois, je pense. Ouais, mais je me sens crevé. Genre, Oui, t'as j'arrive- encore moins envie de faire de trucs. et tout, Exactement. Et j'arrive pas à me lever le matin et tout. Donc, je sais pas à quel point, parce que je me dis, je suis censé avoir rattrapé ma fatigue, tu vois. C'est plus là, c'est bon, ça fait genre plus d'une semaine où je me lève à 11h30 difficilement. Et pourtant, avant, je dormais pas. Enfin, j'ai du mal. Avant, je me réveillais tout le temps avant 10h, enfin 10h30. Ouais. Et là, franchement, je sais pas. Et je pense que là, je rattrape ma fatigue si je suis fatigué de ma flemme. Pour le dernier mot. Je veux dire sport, l'autre c'est trop philo. Faut que je parle de sport là. Ouais. Ton rapport au sport, ce que t'en fais, déjà. Eh ben, C'est bien. c'est Nous ton prenons guide. cette... Non, alors là, depuis que j'ai commencé à bosser à Paris, j'ai complètement décroché sportivement. Et ça, je le vis assez mal en vrai. Enfin, ça contribue à ta fatigue aussi, pas de faire de sport, je trouve. Alors que pour le coup, j'en faisais beaucoup quand j'étais entre la fin de mes études et commencer à travailler. J'étais au chômage, là où j'étais au chômage pendant T'as rien d'autre à faire. 4 mois et demi. Quand t'as le temps, c'est plus facile. 4 mois et demi, mais vraiment. En plus, non, mais j'habitais vraiment à côté de la salle de sport en plus. Et du coup, tu y vas aux horaires où il n'y a personne. Et franchement, c'est ta truc de ta journée. Et du coup, j'y allais vraiment tout le temps. Enfin, quasiment tous les jours. Presque pas, mais pas loin. Donc vraiment très régulièrement. Et j'aimais beaucoup. Et pareil qu'en études, j'allais beaucoup plus. Parce qu'il y avait beaucoup plus de temps. Et là, j'arrivais plus à y aller à Paris. En plus, de toute façon, j'avais plus d'accès à la salle à Paris. Faire du sport en appartement, là, c'est pas du tout agréable. Enfin, surtout mon appart. Et ensuite, je sais pas, moi, j'aime pas courir. Et en plus, courir dans Paris, alors là, faut pas. Enfin, j'ai l'impression que tu vas avaler 8 pots d'échappement. Bref, c'est pas du tout agréable. Mais la signature de mon CDI m'a fait dire que du coup, je vais rester un peu à Paris. Donc, j'ai pris un abonnement à la salle de sport juste avant de partir en vacances. Parce que puis, il y a les offres. Dans tous les cas, je voulais le prendre chaque CDI parce qu'en gros, c'est un réseau de salles de sport. L'équivalent de l'appart à Paris ça s'appelle les cercles de la forme. Et il y en a un genre à 100 mètres de mon taf et un à 100 mètres de mon appart. Oui, pratique. Donc là, c'est vraiment idéal, quoi. Et c'est pas Tu n'auras plus d'excuses. Voilà. Et en plus, il y avait une offre où du coup, ça me revient genre pour l'année à peu près à même pas 30 € par mois. Donc c'est franchement pas mal. Et les salles sont chouettes.
Donc voilà, donc là, j'aurais maintenant j'ai une facilité, enfin, une capacité d'aller en sport. À voir si je vais tenir en janvier, en février, la reprise sportive, si vraiment je vais la faire ou non. Si je vais me motiver avec un emploi du temps qui est plein d'emplois du temps de chômeurs et plein d'emplois du temps d'étudiants, qui est quand même plus chargé, je te parle travail. Donc est-ce que je vais me motiver ou non? Mais je pense que je vais quand même me motiver d'y aller genre 2 fois par semaine. C'est mon objectif, c'est 2 fois par semaine. Juste parce que déjà, c'est une facilité d'accès de par la localisation des salles. Et juste que passer des journées assis derrière un écran, franchement, moi, enfin, tu te sens pas bien, quoi. À chaque fois, genre, je sors du métro plusieurs arrêts avant pour pouvoir marcher dans ma journée, quoi. Parce que sinon, mais t'as l'impression que tes muscles ils fondent, tes jambes perdent leur capacité de jambes et t'es pas bien, quoi. Faut venir et repartir en vélo, comme à Grenoble. Ouais, alors j'ai pas envie de perdre la vie et je pense que faire le trajet que je fais à Paris en métro, si je devais le faire en vélo, j'aurais trop peur de me faire écraser. Enfin, je sais pas, je le sens pas du tout. De toute façon, j'ai pas de vélo à Paris. Oui, bon, ça, c'est une excuse. Hein. Si tu mets 30 € par mois dans la salle, tu peux trouver un vélo. Oui, non, mais je préfère faire du sport Oui. que faire. C'est vrai que le sport, du coup, je fais. Allez, il y a 5 km à vélo et c'est quasiment de la piste cyclable. Du coup, je suis à Grenoble, mais du coup, c'est bien aménagé. Et genre, le matin, des fois, j'ai un peu la flemme, surtout quand il fait froid, les pistes sont gelées. Je suis déjà gamellé en plus, c'est un peu chiant. Mais quand tu reviens, ça fait tellement du bien d'être dans ton vélo où tu t'aères l'esprit pendant 15 minutes, même si je me mets de la musique ou pas forcément, tu vois. Et juste, genre, ça te sort, ça te fait vraiment. Alors que si tu vas dans ta voiture, tu rumines, machin, t'es assis, alors que juste faire tes 15 minutes de vélo, allez, 20 si tu te chopes les feux, ça te met tu sais, ça fait un reset d'état mental, même si t'es crevé. Et genre, ça a changé. Juste mes journées, j'avais l'impression genre vraiment de respirer, tu vois, de pas avoir ce côté tu travailles toute la journée, en plus c'est l'hiver, c'est la nuit, tu te lèves, c'est la nuit, tu sors du boulot, c'est la nuit, et le fait de faire juste le petit coup de vélo ou le sport, du coup, pour revenir salle de sport, ça te défoule en fait. Ouais, clairement. Du coup, là, ma technique, c'est sortir plutôt du métro. Genre, je sors 4 stations avant d'arriver vraiment, et je les fais à pied. Et c'est déjà super important, je trouve super agréable. Voilà, mais le faire, de pouvoir aller à la salle en sortant du travail et vider l'esprit là-dessus, c'est quand même c'est bien mieux, aussi. quoi. Ouais. Sinon, j'avais une question sur le sport. J'aime bien, je trouve ça marrant de la façon dont tu suis le sport. C'est plus en mode, tu sais, les compétitions Ouais. et tout le truc. C'est vrai que tu suis quand même beaucoup les gros sports. Enfin, les grosses compétitions, des sports qui sont un peu suivis. Ouais. Mais c'est assez, enfin, je pense, corrélé, tu sais, avec les gens qui regardent. Quoi. Plus les gens vont regarder, plus tu vas regarder. Si c'est des gros événements, tu vas les regarder. Et plus. Et être moins intéressé tout le reste de l'année, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui t'intéresse? Parce que du coup, c'est vrai que c'est pas. Ouais. Alors, je suis pas le sport en club, par exemple. Je vais pas suivre la Ligue 1, je vais pas suivre le top 14, la NBA ou quoi. Parce que là, je trouve que c'est trop. Enfin, c'est chronophage. Ouais, c'est chronophage de fou, ça arrête pas. Et du coup, c'est super dur en fait de suivre, moi, je trouve. Et ça m'intéresse moins de suivre des clubs qui finalement sont aussi beaucoup. Enfin, en fait, ce que je trouve dans les compétitions que je vais suivre, ça va être les compétitions nationales. En fait, c'est des nations qui s'affrontent. Genre, International, du coup. Ouais. Oui, international, mais enfin des nations. Oui. Quoi. Genre, voilà. Et du coup, je vais adorer regarder, je sais pas, la Coupe du Monde, j'ai bien aimé la regarder. Je sais pas, l'Euro de basket, le championnat de basket, enfin l'équipe de France de basket, j'aime bien regarder les JO, regarder des choses comme ça. Ça, j'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté où du coup, un peu, c'est des nations qui s'affrontent. Et ce serait plus intéressant que là où ça va être des clubs, t'as un peu c'est des entreprises qui s'affrontent. Et du coup, ça m'intéresse un peu moins. Enfin, je sais pas, enfin, j'ai pas l'attachement, par exemple, à un club, je sais pas, tu vois, je vais... Quand j'étais petit, j'aimais bien regarder l'OL quand j'étais petit, je regardais avec mon père. Ça va de l'époque de Juninho, Chris Toulalan, donc c'était une belle époque et tout. Mais, mais j'avais plus du tout le foot là-dessus. Mais je sais pas, ça m'intéresse moins. Il y a trop de changements tout le temps. Les joueurs, ils vont à droite, à gauche. Voilà. Alors qu'au moins, c'est plus stable quand c'est sur des nations. Et est-ce que tu peux regarder un truc entre nations, même s'il n'y a pas la France?
Genre, s'il y a une Coupe du Monde, la France, elle n'est pas qualifiée, tu la regardes ou autant, ou il y a quand même un petit côté Bah, patriote d'avoir envie de. Il y a Ouais, Équateur-Pays-Bas. Est-ce que tu regardes le match? Si, il y a un gros côté patriote. Je sais pas si c'est du côté patriotisme, il y a quand même une forme de chauvinisme aussi là-dessus. Mais voilà. Léger, quoi. Juste, tu soutiens ton pays en mode c'est l'équipe de France et hop, voilà. Ah non, il y a une vraie fierté. Enfin, Ok. Moi, j'allais pas dire léger pour Clément, mais. je me considère comme étant très patriote. Mais je sais pas si c'est forcément que dans le sport que ça s'exprime le plus. Mais en tout cas, non, franchement. Non, mais il sera toujours à fond derrière une équipe de France qui fait. Ah oui, c'est ça, je vais soutenir les Bleus, quel que soit le sport, de manière. Enfin, même si je vais pas connaître forcément le sport en question, je vais soutenir l'équipe de France, les sportifs français par. Oui, chauvinisme. Exactement, ouais. Non, par contre, la Coupe du Monde, typiquement, j'ai regardé quelques matchs où l'équipe de France, enfin, c'était pas l'équipe de France, quoi. Je sais pas, j'ai regardé des matchs Portugal, c'était contre qui se sont fait. Non, les Suisses Maroc. contre les Portugais, ouais, le Maroc, j'ai regardé des matchs et tout. Enfin, là, j'ai regardé des matchs, il n'y avait pas l'équipe de France, mais ça, c'était plus, à mon avis, parce que c'était le soir et j'avais la flemme de regarder, c'était sur Canal, j'avais lancé le match. Mais j'aimais bien aimé. Mais sinon, non, je vais quand même regarder le côté ferveur populaire d'événements internationaux me plaît beaucoup, quoi. Que ce soit pour les JO, la Coupe du Monde. Voir les gens derrière que ça Ouais, c'est ça. entraîne, quoi. Ouais, voilà, genre la Coupe du Monde, je suis allé voir les matchs dans les bars, j'aime bien ça, quoi. Je trouve ça marrant. En même temps, est-ce que tu as un truc aussi populaire, le sport en général, qui te Ça me fournit fait des autant frissons. d'émotions et qui soit aussi accessible et populaire, tu vois? Genre, enfin non, mais du coup, je suis d'accord avec, je te rejoins, tu vois, en mode genre, pour moi, regarder des compétitions de sport, du moment où tu as compris un peu le sport et qu'est-ce qui fait pas le côté spectaculaire, mais le côté attractif, le côté intéressant d'un sport, le moment où tu l'as compris, je trouve que c'est là où tu peux regarder notamment des pays autres que la France. Mais c'est là où tu vas être en mode ah putain, ce sport est trop bien parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça commence toujours par regarder soit ton club local, soit ton club régional, soit la France. Et puis au moment où tu as compris le sport, et c'est là où tu es en mode oh putain, mais c'est trop bien. Et tu Oui, mais peux Clément, il regarder, passe pas trop à cette étape-là, non, du coup. T'as pas le truc où tu vas. Si, en fait, je pense que ça m'a fait réfléchir ce que vous dites. Cool, c'est bien, c'est le but. En fait, le pourquoi j'adore regarder, enfin, je regarde que le sport sur les compétitions où c'est les équipes de nations qui jouent, car c'est les moments du sport où je vais dire on. Genre, on a gagné. J'ai pas joué au foot, hein, mais on a gagné au foot, on a gagné au basket, machin. Quand ça va être des clubs locaux, en quelque sorte, j'ai pas ce sentiment d'appartenance, en fait. Donc, je regarde avec beaucoup moins d'enjeux, parce que tu pourrais regarder pour la beauté juste du sport, le geste technique du sport, etc. Mais ça, je l'ai pas trop, quoi. Au tennis, un petit peu, si. Ça, c'est assez joli et t'as moins ce côté. Déjà, t'as même pas trop. ces Avant que tu regardes la individualités. Coupe Davis, C'est t'as ça, pas mais trop tu le regardes côté même pas pays. trop la Coupe Davis en plus, tu vois. Enfin, ça se regarde, mais voilà, le tennis, c'est un peu différemment. Mais sinon, Il y a sur. Roland Garros aussi qui fait que Voilà, si on c'est n'avait pas pas si Roland Roland- Garros, je pense C'est que ça, je regarderais beaucoup pas, de ouais. gens ne regarderaient C'est pas. lié à Jusqu'au Roland. Roland Garros, c'est la fin de l'été. Enfin, c'est en juin, c'est la fin de l'été scolaire. Tu te posais devant un match du 54e mondial contre le 356e et tu regardais quand même. Et tu regardais Je pense que c'est Roland Garros, c'est aussi la chance qu'on a eue de grandir en même temps que Nadal, une grosse Djokovic génération et de Federer. tennis. Ouais, c'est Ouais, ça. Quand. Je suis d'accord aussi. Ouais. Voilà, On n'a pas de français, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça, tu mais vois, c'est pas. tellement c'était pas il n'y gênant. a pas de français et pourtant tu arrives à d'avoir C'est ça. de l'entrain pour un sport où tu as zéro français qu'on va dire qui ont vraiment performé. Tu as quand même eu des bons français. Mon fils qui a fait des demi-finales. Tsonga qui a fait des demi-finales de Roland Garros. Mon fils qui était quand même plutôt bon. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu un français qui était méga top à notre niveau. Et pourtant, on était en mode putain, tu regardes un Nadal Federer. Là, t'as Shank Motal, tous les gens qui ont suivi le tennis dans les années 2010 ou même avant, qui sont en mode C'est étoile ça. dans les yeux, quoi. Il y avait une première semaine avec des Français, une deuxième semaine avec des légendes. Voilà, c'est ça, Et exactement. est-ce que tu as des sports qui. Enfin, quand même, qui t'intéressent moins que d'autres, bien qu'il y a quand même une équipe de France qui soit. Ouais. Ou est-ce que tu as la même niveau de. Non, du coup, pour compléter justement ce que je disais, c'est voilà, j'ai besoin pour vraiment avoir un frisson quand je regarde le sport, faut que je sente de l'enjeu, faut que je me sente un sentiment d'appartenance à l'équipe, que j'aille en mode je suis avec eux, je suis pour eux et go, ils vont Mais gagner comment ou ils tu vont perdre. Là, ça, tu vois. Et du coup, quand c'est l'équipe de France, ça se fait naturellement parce que voilà. Oui, mais par exemple, si je compare l'équipe de France, je sais pas, de volley et de basket, est-ce que tu vas avoir le même niveau de joie à la fin du match si l'un gagne Ah ou pas? non, ouais. Ou alors J'ai quand même quelques sports fétiches. Oui. Ouais, je préfère le basket, j'adore regarder le basket.
Et franchement, ouais, j'adore ça. Là, j'espère que je vais avoir des places pour les JO, pour la compétition de basket des JO. Là. Il y a l'Euro déjà. On peut s'inscrire pour les tirages au sort des JO. Ouais. Non, basket, j'aime beaucoup regarder ça. Ouais, je pense que c'est le sport que je préfère. Et après, j'ai des souvenirs comme ça de frissons. Et à chaque fois, quand je regarde les replays sur YouTube, je sais pas, ça va être le 4x400 féminin. Alors peut-être. Non, mais je sais pas si tu vois le 400-400, Oui, oui. le 4x400 C'est là où il féminin, dit alors avec peut-être. oui, voilà, avec la remontée là, de Florian, incroyable. En natation aussi, tu as eu une belle époque en 2008, Voilà, 2012. tu vas bien aimer parce que il y a des pépites qui. Je sais pas si tu as suivi un peu la natation. Ça remonte, ouais, ça remonte bien. Avec Léon Marchand. Ouais. On ressort d'une période un peu creuse. Voilà, donc ça, c'est des gros souvenirs où vraiment tu vibres totalement car c'est un peu épique et tout, des remontées. Après, il y a d'autres sports que j'aime bien regarder, mais genre le rugby, j'aime bien quand c'est équipe de France, mais je regarde quand même beaucoup moins. Foot, je trouve qu'on s'y prend très bien. Tu vois, je trouve ça chiant à regarder un match de foot. Pour autant, des fois, quand même, je reconnais qu'on s'y prend très, très, très bien. Quand c'est des matchs à enjeu, justement, comme ça. Mais je vais pas regarder Dijon, Sochaux. Oui. Non, je vais pas regarder. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu aussi. Est-ce que tu te reconnais plus dans l'équipe lorsqu'il y a plus de gens qui sont autour de toi qui aussi supportent l'équipe, tu vois. Genre l'équipe de France, en foot, ça a bien plus de popularité que, je sais pas, au volley, tu vois. Ce côté d'appartenance qui est encensé par tes potes qui aussi supportent. Si, bah, je pense que ça joue assez fortement. Surtout pour le côté, je sais pas, la Coupe du Monde, ce qui est cool, c'est que tu es dans les bars, tous les bars sont pleins, tout le monde va regarder le même truc, c'est marrant. Je trouve que c'est un côté un peu de ferveur populaire, c'est chouette. Ouais, donc oui, si, après... par exemple, le basket, t'as pas forcément ça. Déjà, c'est déjà beaucoup moins regardé. Pour autant, les matchs de basket, franchement, j'adore regarder ça. Donc oui, ça joue. Ça peut être du plus. Pour autant, c'est pas. C'est marrant, parce que du coup, on a vraiment pas du tout la même vision du sport. Ouais, je pense pas. Parce que moi, j'ai plus. Je vais regarder un sport. Alors, ça peut être comme a dit Tanguy au début, parce que c'est ton pays, c'est machin. Mais si je m'intéresse au sport, après, je vais tellement m'y intéresser que je vais justement, je vais vouloir regarder tous les week-ends, tous les trucs comme ça pour bien le comprendre. Tu vois, ça me frustrerait de voir des équipes, je sais pas, tous les 4 ans, et genre, pas savoir, genre avoir de nouveaux joueurs, je sais pas qui c'est, pas savoir ce qu'il a fait en 4 ans, comment il. Mais du coup, est-ce que tu as ce côté il y en a qui aiment bien, c'est un peu le terme footix, mais c'est genre en mode d'apprendre aux gens qui connaissent pas tel ou tel joueur de foot parce qu'il a été sélectionné 2 mois avant. Est-ce que t'aimes bien genre dire ah bah lui il a joué dans telle équipe d'Allemagne, il est là, ou tu t'en fous un peu? Non, Côté je pense que si tu me néophyte, dirais quoi. t'aimes bien ou t'aimes pas, je penserais plus dans t'aimes pas. Enfin, Ok. tu me demandes de Genre, choisir ça te saoule, quoi. Bah non, c'est pas ça me saoule, mais si tu me demandes, on regarde un match entre que des gens qui suivent le foot et ceux qui suivent pas le foot, je vais te demander Oui. ceux qui suivent le foot. Logique, mais tu vois, genre si il y a un Après, ça me dérange pas d'expliquer, tu vois, mais c'est comme si je vais voir ça comme si tu regardais le match avec un enfant. T'es Tu vois. pas C'est-à-dire que tu forcément- transmets un peu un truc, mais T'es pas forcément pour le côté aussi vulgarisé entre guillemets. c'est pas que je suis pour ou contre, tu vois. Enfin, c'est juste. Ça me- Non, mais t'as pas trop envie, tu vois. Parce qu'il y en a, ils kiffent, genre. Ah, mais ça me dérange quand pas. Ils kiffent le sport, ils kiffent. Ça va jamais me saouler participer, pendant un tu match si on me pose des questions, tu vois. Et par contre, après, sur le truc populaire, moi, je suis indifférent sur beaucoup de sports. Tous les sports que je suis pas, j'avoue que l'équipe de France gagne ou pas, ça me fait Ni chaud ni chaud ni froid. froid. Ah si, moi je suis quand même content, même si c'est un sport Ouais. que je suis pas, tu vas apprendre Et que l'équipe de France a rayonné ou un joueur en équipe de France. Et j'en arrive même à des fois où. Ça te saoule trop. Bah en fait, le fait d'avoir un côté populaire où il y a souvent trop de chauvinisme, je me braque et je prends un peu l'avocat du diable. Tu vois, je me dis, non, mais arrêtez de vous la ramener, vous n'en êtes pas si fort que ça, machin et tout. Et je m'en viens à devenir anti-supporter, Grincheux. tu vois. Ouais. Parce Ah que ouais, c'était en non. 2018, tu vois, j'étais. Je m'en foutais, tu vois, d'avoir gagné la finale Coupe du Monde. Parce que les gens étaient tellement. Oui, il y avait tellement d'élan populaire que. Oui, t'es et en puis, mode- tu vois, la Coupe du Monde 2018, pour ceux qui avaient suivi, il y avait un peu la demi-finale contre les Belges et tout. Et je trouvais que ça avait tellement été. Enfin, je sais pas, en fait, ça me rappelle des mauvais côtés, tu vois, genre de rabaisser l'autre pays, le machin. En gros, oui, il y a eu beaucoup de les Belges ont chopé le seum, ils ont eu la possession et on a gagné. Et du coup, pendant 4 ans, il y avait toujours un peu des blagues. Ouais, sur bah, je les me Belges. souviens très bien. Du coup, ça saoulait Simon aussi. Voilà, parce que c'est vrai que quand tu suis le foot, tu voyais bien qu'ils avaient été meilleurs, qu'en effet, ça a été injuste leur défaite. Mais Enfin c'est voilà, comme ça que ça arrive. Si oui, on oui, veut. mais après, tu peux le reconnaître aussi en Oui. gagnant. Et c'est vrai que Ah moi, oui. c'est ce manque de.
de mauvaise foi un peu sur... D'humilité, quoi. Ouais, voilà, juste de dire on était moins bon, mais on a gagné, tu vois. Oui. Mais ouais, mais c'est pour ça que je voulais en parler, c'est vrai que c'est des visions très différentes d'approche du sport. Ouais. Non, moi, j'aurais pas forcément une approche très scientifique du sport. Enfin, quand je regarde du Juste sport, kiffer, quoi. ça, c'est pour kiffer, c'est pour avoir des Oui. sensations. Bah, moi aussi, mais Et du coup... je m'en fous d'analyser. Ah, mais toi, en fait, toi, ton truc, ça va être plutôt... Enfin, je supporte, je veux que mon équipe gagne, alors que moi, mon truc, c'est plutôt que le meilleur gagne, tu vois. Enfin, Ouais, non. je vais pas avoir le truc de supporter. Moi, c'est pour que d'abord mon équipe gagne. Et quand des fois, j'ai pas de favori, à chaque fois, je suis pour l'équipe la moins bonne sur le papier. Ouais, tu vois. Voilà, moi, c'est plutôt le... Genre le Maroc-France, si c'était Bah, pas non, la parce France, que ça aurait mon été pour le équipe, Maroc, quoi. Genre, si c'était un Maroc-Angleterre, par exemple. Oui, ouais, bah ouais, parce qu'en plus, s'ils faisaient un parcours un peu plus historique pour eux. Donc, ouais. Voilà. Question de l'invité. Bah, je sais plus ce que c'est. C'est. Et je sais qui me l'a posé. Non, je sais pas du coup. Enfin, je je suis sûr, je le dis. C'est Marianne qui l'a posé. Ah, c'est fait avec Marianne. Ah ouais, j'imagine qu'elle a lâché des grosses piques. Putain, je l'ai eu juste avant en plus. C'est. Ah oui. Est-ce que tu as, dans ta vie, eu un remords ou un regret d'avoir fait un choix à un moment et tu te dis finalement, j'aurais bien à refaire, j'aurais bien fait l'autre? Alors déjà, remords et regrets, c'est pas la même chose. Non, Oui, mais je justement, pense ça que peut être l'un. Ça peut être faire un choix Ah, ou ne ok. pas avoir fait un choix. Enfin, Ok. Ouais, ça, un choix que t'aimerais en revisionnant ta vie, quel choix t'aimerais changer? Ouais. s'il y en a un, puis il ne peut en S'il y en a avoir aucun. Ou même peut-être juste pour tester, tu vois, en mode ah putain, j'aurais bien aimé tester ça, tu vois. Ouais. Bah du coup, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la vieillesse, où un peu l'objectif, c'est quand tu arrives très vieux et de pouvoir dire, bah tu regardes ta vie, tu la contemples, le chemin parcouru, et tu te dis pas de regrets ni Petit de remords. vidéoprojecteur là, hop, tu mets dès ta Voilà. naissance. Et est-ce que j'en ai actuellement Alors, sur des choix faits, je pense pas. Je pense que je regrette aucun de mes choix. Ouais, Oui, tous les choix que t'as fait, Ouais, ils sont bien. c'est Enfin, ça. Pour l'instant, comme ça, je verrais pas un choix en mode putain, j'aurais dû faire un autre choix ou j'aurais pas dû faire ça. Là, comme ça, j'en vois pas trop. Ça, c'est pas facile. Là, franchement, Marianne, tu me poses une colle. C'est une très très bonne question. Mais pour Mais on l'instant, n'aura pas la réponse. Ouais, vous avez pas la réponse, je pense. Très bonne question. Fin d'émission. À Non, plus. pour l'instant, je suis assez content parce que comme ça, je vois pas de truc vraiment un regret total. Bon bah c'est cool. Déjà. Ouais. Peut-être. Bah, on va voir si c'est un regret ou pas, mais de pas prendre le temps. Mais c'est pas encore. Enfin, je peux potentiellement changer la chose, parce que c'est pas trop tard non plus. De pas prendre le temps de partir vraiment voyager, on va dire. Enfin, partir, genre, je sais pas, 6 mois marcher en Europe, par exemple. Ah oui, de faire un gros temps off où tu fais Exactement. vraiment un truc. C'est ça. Souvent, ce que tu peux faire à la fin de tes études, par exemple, si tu as l'argent, bah, tu te dis, bah, avant de commencer à travailler, je fais ci. Ça, je l'ai pas fait, tu vois. Et je me dis, c'est un truc que j'espère ne pas regretter. Pour l'instant, je le regrette pas. Parce Du coup, que. c'est que tu as envie de le faire. Tu penses pouvoir le regretter un jour. Comment C'est que c'est un objectif en soi. Du coup, si tu penses déjà que tu pourrais le regretter de ne pas l'avoir fait. Bah, ouais, en fait, c'est un objectif. En même temps, c'est un truc que j'ai pas envie de faire seul. Ok. Toi, c'est pas. Enfin, j'ai pas aucune envie, par exemple, j'ai pas du tout envie de voyager seul. T'en as qui ont envie de faire ça. Moi, c'est pas un truc qui m'attire du tout. Dans Into the Wild, à la fin, la morale, c'est quand même que quand t'es seul, tu manges un champignon pas bon, puis tu meurs. Donc, c'est pas l'idée, tu vois. C'est que la solitude, Morale, certes, mais. c'est pas bien, la solitude. Et moi, j'aime pas. Et du coup, toi, ce serait faire un voyage un peu comme ça, genre un peu. Où tu sors un peu ta zone de confort quand même, où tu as un peu un défi physique, un défi, ouais, Bah, un défi tu physique. pousses tes surtout. limites un peu aussi C'est d'être ça. en mode. Et pour autant, j'ai envie de le partager à d'autres. J'ai pas envie de le vivre seul, du tout. Oui, bah je suppose que les trucs comme ça, si t'es tout seul, ça peut être. Non, un parce peu qu'il y en a chaud. qui pourraient se dire, c'est une façon de sortir de sa zone de confort, c'est de partir seul, justement. Ouais, Et mais du coup, ça peut être aussi T'es bien d'avoir contraint à un aller voir côté la un vie peu. avec les Ouais. autres et tout. Moi, pas du tout. Moi, j'ai envie de partager justement ces moments-là. Je trouve que c'est une plus-value énorme. Voilà. Et du coup, il faut trouver des gens qui sont prêts à partir 6 mois Oui. pour marcher, machin, ce qui est pas évident. Voilà.
Et ben, il passe une annonce. Si vous voulez marcher pendant 6 mois dans Non, mais l'Europe. c'est random, hein, j'ai pas un projet précis en Non, tête. c'est jamais si random que ça, Clément. C'est pas un projet précis en tête, tu vois. Mais ça, c'est un truc, Quel pays pour savoir Alors, on partirait le premier jour. Dans 3 jours, vite. Non, mais ça serait un peu. Oui, un gros projet de c'est ça. voyage. Petit road trip. Ça te coupe un road petit trip, peu. j'avais plus le nom. Ouais, pas en voiture, justement. Enfin, Oui, en tout non, cas, mais en stop, tu vois, ou lent. genre Oui. marche, Oui, stop, voilà. bus, enfin, tu vois, en mode. C'est ça. Ok. Voilà. Et ça, du coup, tu vois, je me dis, on est dans des périodes où c'est à peu près ces périodes-là que tu fais. Enfin, quand tu as des enfants, c'est trop tard. C'est à peu près ces périodes-là que tu le fais, tu vois. Et je me dis, je prépare rien du tout là-dedans. Enfin, il n'y a rien qui me dirige à le faire pour l'instant. Donc, soit c'est que j'en ai pas vraiment envie au fond, j'en ai pas suffisamment envie. Ou alors, c'est un truc que je vais regretter. On va voir. Ou alors, je vais le faire. Petite partie des 5 sens. C'est le parti des 5 sens. Car de bouche à oreille, j'entends dire aujourd'hui que l'éveil des 5 sens a de beaux jours devant lui. Alors, quel est le son le plus relaxant? Alors, j'aime bien le son, mais pas toute la nuit, genre. Mais j'aime bien le son de la pluie sur le toit. J'aime bien ça. Mais pas toute la journée. Enfin, il faut que je sois là. Mais ça, c'est un truc que j'aime bien. Mais sur le toit plus que sur, je sais pas, dehors dans les arbres ou dans le. Juste le bruit de la pluie. Oui, non, le bruit de la pluie en général. Ouais. Je sors plus sur le toit. Sur toi, sur le marbre, sur la terrasse. Que ce soit des tuiles. Non, le bruit de la pluie, je trouve ça Dis-tu sympa. importé du sud. Le bruit de la pluie quand t'as pas besoin de sortir. Oui. Tu vois, Le fait d'être un peu sécurité et tout. Comment? Le fait de sentir un peu chez toi, dans ton C'est cocon. Ouais. Le son le plus désagréable. Alors, c'est soit la fourchette quand elle grince contre les dents. Horreur. Les dents. Ma sœur, elle est pareille. Ouais, quand les personnes, des fois, ils mangent et je pense qu'ils serrent trop la bouche, leur mâchoire en mangeant, et quand ils tirent leur Je fourchette. connaissais la fourchette sur l'assiette. Oui, mais sur alors, la- ah non, oui, ma ça, sœur, c'est l'assiette. Ça, oui, je c'est déteste sur l'assiette. j'ai Et encore presque pire sur les dents. jamais entendu fourchette sur les dents. Donc, Il y fais en a, ils attention. font grincer sur leurs dents, leur Parce fourchette que- en mangeant. Une horreur, faites pas ça. Ta Madeleine de Proust. Culinaire. Bah quoi? Ta Madeleine de Culinaire. Proust. Bah, enfin, une bouffe, quoi. Enfin, vraiment une. Et qui- Donne-moi pas une odeur, quoi. Ouais. Un truc que j'aime bien bouffer, quoi. Là, Qui qui me te rappelle rappelle ton plein de enfance. choses, ouais. Qui te rappelle ton enfance. À chaque fois, il faudrait que tu précises parce qu'à chaque fois, ils comprennent pas. Un truc que j'aime bien bouffer, quoi. Non, mais Madeleine de Proust en rapport à l'enfance. Alors, il y a un gâteau qu'on fait dans ma famille du côté de ma mère qui s'appelle le papet. Ça ressemble, pour décrire, ce serait un petit peu un genre de flan avec un goût de fleur d'oranger. Et du coup, ça, c'est une recette de sa mère qui fait ça. Elle l'a. Ça existe le papé ou c'est. Je sais pas. Non, enfin, nous, on appelle ça comme ça, mais je sais pas à quel point c'est une recette familiale et à quel point ça existe en dehors de la famille. Bah, on va regarder sur internet, c'est écrit recette papet, tiens. Attends. Et du coup, c'est ta mère qui l'a appris de sa mère, etc. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est dans ma famille, d'un côté de ma mère, que ça fait des papets. Et moi, Juste le mot papet j'aime me bien fait ça. rigoler. et- Peut-être tu sais l'orthographier. Ouais, enfin, je sais pas. Tu vois, puis sinon, c'est écrit à la main et tout, papet, recette. Ça s'écrit P-A-P-E-T, je pense. Bah, on sait pas, nous. Ah, papet jurassien. Ah bah oui, parce que ma famille vient du Jura, donc ça doit être ça. Ok, donc ça va. Ok, ça va. Ça existe C'est un vraiment. plat. Papet jurassien. Une tarte du Haut-Jura, parfumée légèrement à la fleur d'oranger. Ok. On la sert à l'heure du café ou après un bon repas. Ah bah c'est exactement ça. Ok. Et c'est. Voilà. Ils l'ont remodelé en mode flan plutôt que tarte ou. Bah ça ressemble à ça. C'est une tarte flan. J'aime Ok. bien comment il précise après un bon repas, tu vois. Genre, un pas mauvais ça. repas, Non, mais non, tu non, feras pas de pas- papé. C'est pas après un maou, tu fais un papet, tu vois. Quel plat, aliment ou boisson que les gens raffolent mais que tu ne peux pas avaler? Que je peux pas avaler. Bah, Bah tu- la banane. La banane. Ah oui. Oui, c'est vrai. Petite phobie. La banane dégueulasse, enfin ça me fait vomir. Vraiment une. Et t'as l'odeur aussi, non? Ou... L'odeur ne me fait pas vomir, mais j'aime pas. Et genre, si quelqu'un mange banane à côté de moi, ça va complètement me couper l'appétit, par exemple. Enfin, franchement, j'aurais plus de mal à manger. C'est vrai que tu détestais les bananes. J'aime oui, vraiment je me pas la souviens. banane. Ce qui est marrant, c'était que ta sœur avait pareil aussi. Ma soeur, pareil, maintenant, elle aime bien la banane. Elle est sortie. Et ma mère aussi aime pas du tout la banane. C'est C'est fou, génétique. ça. Ouais, c'est bizarre mais comme mais truc. ma soeur en est sortie. Maintenant, elle mange beaucoup de bananes. C'est vrai que c'était vraiment dur de sortir de ce combat Non, bah, je sais pas. Elle était guérie. des alcooliques anonymes de la banane, quoi. Quelle chose pourrais-tu regarder des heures? J'aime bien le paysage de montagne l'été, plus que l'hiver. Je trouve ça plus joli la montagne en été qu'en Je suis hiver. tellement pas d'accord.
C'est pas grave. On te juge en fait, c'est l'émission, on juge Je trouve l'invité. ça bien plus beau, les montagnes en été. Ça, j'aime bien, je trouve ça très beau. Tu pourrais être Et calé je trouve ça dans... plus beau que la mer, par exemple. Je trouve que c'est le plus beau paysage qu'on peut avoir en France, au moins. Au C'est moins. les paysages- Au moins. c'est les paysages de montagne. La chose la plus malaisante à regarder. Je suis pas en grand kiff de regarder des gens se faire piquer avec des aiguilles, quoi. Enfin, se faire des J'attendais prises cette réponse. des vaccins et tout. C'est malaisant dans ce sens-là. Oui, là, ça, je suis pas. Ouais, c'est pas fou Je ça. suis pas serein, quoi. T'as trop regardé La Belle au Bois dormant quand t'étais petit. Ah non, mais piquer avec une aiguille, c'est pas grave. Ah, ok. Non, ouais. C'est juste Mais enfin, oui, une aiguille médicale. Enfin, pas. L'odeur que tu apprécies le plus. La fois, j'ai du côté de la nourriture. Hein. Faut que j'aille du côté de la nourriture. Et là, je On pense qu'il y ouvre en a- un grand fléau, un grand sac. il y en a pas mal, mais globalement, je pense que l'odeur de l'oignon en train de cuire, Ah, c'est pas fort mal, quand même. Hein. Ah ouais, mais c'est c'est tellement bon. bon. ça ouvre l'appétit. putain, Surtout c'est- quand t'as un peu faim là et tu descends là et t'as là. la cuisine et t'as le Ouais, les petites odeurs de l'oignon à la poêle, là. avec de oh. l'huile un petit peu Ouais, ou ouais, du ouais. beurre. Je comprends. Ton choix est accepté et validé. Voilà. L'odeur que les gens aiment, mais toi non. Euh, Globalement, déjà, après, je sais pas en fait, si les gens aiment tant que ça, ils y mettent de l'argent, mais j'aime pas trop l'odeur des parfums. Globalement, peut-être que j'ai pas trouvé le parfum qui me correspond, mais je trouve pas très agréable quand on sent que les gens ont des parfums et quand on fait du pchi-pchi en mode tu veux sentir le parfum. Franchement, je trouve pas ça très terrible, quoi. Je rigole juste parce que t'as fait le bruit du petit comme si c'était pas assez évident, tu vois. Je sais pas ce que vous voulez dire le mot parfum. Hein, J'ai donc, fait le mime aussi. Tu vois, tut, tut, avec l'index. faudra mettre l'image Ouais. sur la vidéo parce que sinon les gens vont pas comprendre. L'activité manuelle la plus satisfaisante. Alors, je pense que déjà, je suis très peu manuel pour commencer. Franchement, je suis pas très, très, très adroit de mes mains, à mon avis. Donc, globalement, je prends assez peu de plaisir à faire des activités manuelles. Après, celle que je préfère faire, mais je sais pas si on peut considérer ça comme une activité manuelle, mais c'est la cuisine. Mais je sais pas si ça compte comme une activité. Si, bah, manuelle. très bien. Voilà. Mais genre bricolage, franchement, je vaux que dalle. Jardinage, je pense que je pourrais y trouver un intérêt assez fort, mais il faudrait juste que j'y prenne le temps. Et dans la cuisine, il y a un truc que t'aimes bien faire en particulier. Ouais, cuisine, j'aime pas faire les trucs sucrés. Moi, je suis beaucoup plus salé. J'aime beaucoup les trucs salés. Oui, parce que la pâtisserie, ça demande. Mais genre, si je te demande de Non, râper après, j'aime des carottes, tu trouves ça satisfaisant? Est-ce que t'as un Une geste étape ouais, de voilà. la cuisine que t'aimes En bien mode faire. genre couper les oignons, les faire revenir ou... Bah, les oignons, ouais, ça dépend que ça fait mal aux yeux. Très Non. premier degré. non, alors, le côté satisfaisant de la cuisine que j'aime bien, c'est quand j'aime beaucoup cuisiner à la poêle, je trouve que c'est vraiment le truc le plus cool. Et c'est quand tu commences à mettre tes ingrédients dans la poêle et tu mélanges remues, un peu ta ouais. poêle, quoi. Ça, j'aime bien. Alors, tu coupes tes aliments, enfin, c'est vraiment le mouvement de tu coupes tes Coupe, aliments tu sur mets ta planche à dedans, découper, tu mets ta planche à découper au-dessus de la poêle, tu tournes dans la poêle et tu mélanges et tout. Ok. Voilà. Typiquement, hier soir, j'ai fait un risotto aux Moi champignons. aussi. Et ça, c'est pareil, ça satisfaisant sur le risotto aux champignons, c'est quand tu remets un peu d'eau dans ta poêle et Oui. que tu vois le riz qui absorbe l'eau progressivement, tu remets et tout. Ça, j'aime bien. La sensation physique la plus pénible. J'aime pas trop. Mais personne n'aime ça. Enfin, genre, se cogner le petit doigt de pied. Ça, J'aime pas avoir mal, en fait. J'aime pas la bille. Genre, bizarrement. Ah si, oh, je sais. Ce que je déteste comme sensation, c'est avoir les pieds mouillés en chaussures. Genre, t'as des chaussures qui sont pas très efficaces, tu vas au taf, tu marches dans une flaque, même des fois tu marches pas dans la flaque, t'as quand même les pieds mouillés, et tes chaussettes et tes pieds sont mouillés pour la journée. Je déteste ça. Mais pas forcément Je parce que confirme. tu auras froid, quoi. C'est juste parce que c'est mouillé. Ah ouais, t'as même pas forcément Ouais. froid. Ouais, c'est horrible. Après, t'es pas bien. Et bon, quand ça m'arrive, j'enlève mes chaussures, j'enlève mes chaussettes, je les mets sur le radiateur. Au taf, c'est compliqué. Hein. Bah, Oh, ça dépend de ton taf. Quand t'es au bureau, t'es un peu seul le vendredi ou le mercredi parce que tout le monde est en télétravail, je peux dire que j'ai aucun problème à être pieds nus dans l'open space. Et bah, c'est la fin du podcast. Est-ce que tu as passé un bon moment Très agréable. Très très belle agréable. compagnie. Ta première fois, est-ce que c'était la première fois que tu faisais t'enregistrais en radio ou mode podcast? Ouais. Si on enlève les exposés d'anglais et d'allemand, fallait en enregistrer sur Audacity à un moment. T'as pas été interviewé dans les cas de Euh, militants ou Sciences Po, j'en sais si, rien, j'ai tu des vois. interviews, mais pas en format radio. Oui, donc Ok. c'était quoi? C'était retranscrit en papier, quoi. Juste, Ouais. ils prenaient des notes Ok. et. Ouais. T'as bien aimé? Ouais, très bien.
Pas trop, parce qu'il y en a qui étaient un peu au début, genre la première demi-heure sont en mode trop stressé de savoir. Ouais, j'étais un petit peu stressé faire avant attention. de venir. Enfin, je sais pas si stressé, c'est Oui, c'est en vraiment. mode. le mot. Mais pas tant pour le côté parler à un micro, plus le côté de se confier, qui je trouve pas forcément très évident. Mais les questions choisies ont été Eh ben, attends, assez sympas. c'est la préparation, dans la l'émission. concession. Et du coup, voilà, c'était plus là-dessus que j'aurais pas été à l'aise. Oui, bah, c'est le but, c'est. Mais ça aurait été la même chose hors micro, quoi. Oui, oui. Mais du coup, le fait de mettre un micro, je pense, pas t'aide à te confier, je pense, mais ça met un peu un cadre. T'es en mode. Ouais, je sais pas. Non, J'avoue ok. je l'oublie un C'est peu. juste le micro. tranquille. Ok. Bah, c'est bien, hein, tant mieux. Il y en a, ils sont fixés là-dessus en mode. Ok. Pour finir l'émission, on demande toujours aux invités de choisir un mot. Le premier qui te passe par la tête. Panoplie. Et bah, J'ai c'est sur le mot panoplie que se finira cet épisode de Découvre un pote. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. À la prochaine. Bye bye.